bonjour ou rebonjour. Je vais me représenter. Je suis Jonathan Lobos de la compagnie Théâtre du Bruit, auteur et metteur en scène du spectacle Là le feu. Et avec notre compagnie axée sur le péril écologique, nous avons organisé le cycle Effondré l'année dernière avec 2 éditions et nous maintenons cette 3e édition. L'idée de ce cycle, en tout cas, c'est d'essayer de mêler art, science, militantisme et essayer de créer de l'émulsion pour amorcer des questionnements ou des actions sur les effondrements en cours ou probables. On avait commencé jeudi dernier avec Arthur Keller qui nous a fait une sorte de définition des effondrements dits systémiques. Et puis après, on avait fait le choix d'axer tout au long du cycle des axes majeurs que nous considérons majeurs, bien que forcément incomplets, sur les effondrements en cours ou probables. Là, vous êtes au cœur de ce qu'on appelle le week-end art et psyché humaine, parce que finalement, l'effondrement est aussi un processus individuel. Le fait de se sentir s'effondrer est un processus psychologique, qui est lié aussi peut-être à la peur de la mort. À ce compte, du coup, j'avais découvert le travail de Pierre-Éric Sutter sur le texte « N'ayez pas peur du collapse », qui parlera beaucoup mieux que moi, et que je suis très content de pouvoir compter parmi nous aujourd'hui. Nous avons aussi, et je terminerai là-dessus, et puis après je laisserai prendre la parole à Pierre-Éric Sutter, un chapeau. En fait, on avait vraiment fait le choix de rester accessible au public pour venir. Donc il y avait une pré-réservation à 2 €. Et puis après, c'est au chapeau en fonction de ce que vous voulez éprouver. Parce que nous faisons ce festival complètement à perte. Voilà. Mais du coup, c'est pour la bataille des idées et de la mobilisation et de continuer à faire des choses que nous continuons à monter nous-mêmes le cycle. Donc merci en tout cas d'être venu un dimanche après-midi. Et bonne conférence. Merci à Pierre-Éric Sutter d'être venu. Et je laisse prendre la parole. Merci Jonathan. Bonjour à tous, merci Jonathan et merci aux organisateurs de m'accueillir ici. Je suis tout à fait ravi de pouvoir participer à ce 3e cycle des Effondrés et effectivement de présenter un certain nombre de travaux que j'ai conduits, alors essentiellement universitaires, mais qui s'appuient sur ma pratique de thérapeute, psychothérapeute, je vais vous dire un peu d'où je viens, et aussi sur un travail artistique que je conduis depuis 17 ans et qui a abouti le 18 septembre sous la forme de ce CD que vous voyez derrière moi, Requiem pour les temps futurs. Alors j'insiste beaucoup sur le point d'interrogation, vous allez comprendre pourquoi. En réaction effectivement à ce que j'ai pu vivre moi-même dans ma chair et dans mon esprit, relativement à la narration collapsologique, donc tout le récit qui a été conduit depuis 2015 dans le cadre de la création de ce concept et de ce champ de connaissances que vous connaissez sans doute, qui d'ailleurs donne la notion d'effondrement, donne à voir et à comprendre la notion d'effondrement, et que j'ai ressenti directement dans ma pratique de praticien en tant que psychothérapeute, puisque je l'ai découvert en direct live, comme je vais vous le montrer, avec des patients. Donc effectivement, je suis psychologue de formation, je suis aussi psychothérapeute et spécialisé en thérapie existentielle. Donc la question de la mort, c'est une question qui me... on va pas dire qu'elle me poursuit, en tout cas, je ne sais pas si elle me poursuit, c'est moi qui la poursuis. En tout cas, elle est clairement dans la pratique des psychothérapeutes en thérapie existentielle. C'est même la première question qu'on pose à nos patients, parce que quand on n'a pas résolu la question de la mort, on a du mal à vivre sa vie, on vit un petit peu ni mort ni vivant. Voilà, et l'idée, pour faire vite, c'est d'éviter d'être un zombie existentiel et donc d'être vraiment pleinement dans sa vie. Vous allez comprendre pourquoi c'est important dans mon propos. Et de ce fait, je me suis spécialisé, c'est un peu ce que disait Jonathan de façon sous-jacente, sur la notion de burn-out, qui est effectivement un effondrement individuel, un effondrement de ses propres croyances dans le monde du travail, puisque le burn-out, c'est en français, c'est syndrome d'épuisement professionnel. Bon, c'est une maladie professionnelle qui n'est pas encore reconnue ni par l'OMS ni par les pouvoirs publics, donc c'est pourtant une maladie sur laquelle il y a beaucoup de recherches depuis 45 ans, mais sur lesquelles les chercheurs n'arrivent pas à se mettre d'accord et les institutions encore moins. Et vous allez voir que ça a son importance parce que pour les problèmes d'éco-anxiété, c'est exactement la même chose et on en est malheureusement qu'au tout début. Donc il va falloir que beaucoup d'eau coule sous les ponts et qu'il y ait beaucoup de sensibilisation pour qu'on puisse prendre en compte ces problématiques d'éco-anxiété. Vous allez voir qu'il y a des embryons de recherche qui existent. Je les aborderai pour que vous ayez une vision relativement objective des choses. Voilà, j'ai fondé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des vécus du collapse pour essayer justement de rendre compte avec objectivité les subjectivités telles qu'elles se vivent par rapport à la collapsologie, pour qu'on soit dans quelque chose qui soit en dehors des passions, quand bien même ça en provoque, hein, plutôt des passions tristes,
Mais vous allez voir, l'idée, c'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage que j'ai coécrit avec Loïc Stéphan, qui est un spécialiste de la collapsologie. Je ne le suis pas moi, je suis un psychologue qui s'intéresse à la narration collapsologique et à son impact sur la psyché. Mais je me suis entouré de ses compétences, enfin c'est plutôt lui qui s'entourait des miennes aussi, mais pour coécrire cet ouvrage et rendre compte de la façon dont les gens vivent le collapse, en toute objectivité, quand bien même c'est subjectif. La psychologie, justement, c'est d'essayer d'objectiver des subjectivités, des psychés qui sont éminemment individuelles. Voilà. Et tout ça s'est fait en toile de fond sur un travail que j'ai entamé, donc, comme je disais, il y a 17 ans, qui est cette composition d'un requiem, puisque je suis un musicien amateur. Je me suis entouré des compétences là, parce que je pense qu'il faut travailler toujours avec les autres, jamais tout seul dans son coin. Alors que c'est mon problème en tant que psychologue, on travaille toujours seul dans l'officine du cabinet. Mais je me suis entouré d'une grosse pointure en musique qui s'appelle Julien Chirol. Il aurait pu être là, d'ailleurs, c'est duo, on aurait dû y penser, mais c'est pas grave. Qui est donc un musicien émérite et qui m'a permis de dépasser mes limites pour pouvoir réaliser ce que vous allez écouter. Et donc, je vais vous faire écouter des extraits, à la fois, non, pas tellement pour faire ma promo, on s'en fout un petit peu, mais plutôt à titre méditatif, pour que vous compreniez un petit peu quel a été mon cheminement, puisque je suis un psychothérapeute, intéressé par la question de la mort et qui s'en sert. Il était important que je fasse moi-même mon propre cheminement. Comme vous savez, les psychanalystes doivent faire une psychanalyse, les psychothérapeutes doivent faire des thérapies. Quand on parle de la mort, il faut un petit peu questionner cette question-là, parce qu'on ne peut pas arriver au chevet de ses patients et ne pas savoir de quoi ça cause. Voilà. J'ai failli faire une thèse de doctorat là-dessus, je ne l'ai pas faite pour plein de raisons, mais voilà, j'ai préféré faire un travail artistique plutôt qu'un énième travail intellectuel, parce que c'est bien de parler avec l'intellect, mais il faut aussi parler avec la voix du cœur. Et la musique, c'est direct la voix du cœur, vous allez voir. Un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Alors, le contexte, vous l'avez compris. Je reviendrai sur la musique et j'espère que vous me poserez plein de questions tout à l'heure quand on fera l'échange questions-réponses. Notamment, pourquoi j'ai utilisé un requiem. Donc, pour ceux qui ont lu les ouvrages de Pablo Servigne et consorts, vous savez que la collapsologie, c'est le champ de connaissances qui annonce l'effondrement de nos sociétés thermo-industrielles, du fait de l'inadaptation grandissante du mythe capitalisto-consumériste, cette fameuse croyance d'une croissance infinie dans un monde fini. Alors on pourrait se dire, ok, c'est les méchants, etc., mais on est tous complices. Et ça va force se poser la question de comment on fait pour être complice et pour éviter de continuer à l'être. Vous le savez, pour ceux qui sont bien informés de ces choses-là, le climat devient de plus en plus instable, on le voit, ça a été dit tout à l'heure, je suis arrivé à voir la fin, mais j'ai entendu quand même des choses qui ont été dites là-dessus. Vous voyez qu'il y a de la fin des ressources qui pointent le nez à l'horizon, la 6e extinction massive des espèces montre la fin d'un certain nombre d'espèces. Il y a entre 80 et 150 espèces qui disparaissent par jour, je ne sais pas si vous le savez. C'est gigantesque et vertigineux. Et donc la collapsologie pointe la possibilité de la fin de notre société, voire de la fin de l'humanité. Donc ce qu'on appelait avant la fin des temps, dans le langage apocalyptique. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que clairement, la collapsologie, pour ceux qui le voient de l'extérieur, disent « ouais, c'est des fous furieux, c'est une secte qui sont apocalyptiques et qui disent que tout va disparaître ». Alors c'est pas tout à fait ça quand on discute avec Pablo Servigne et quand on l'écoute vraiment. Puisque vous allez le voir, au lieu de parler de l'apocalypse, il parle de l'happy collapse, c'est-à-dire
qu'il ne faut pas dénier la possibilité de l'effondrement ou des effondrements, parce qu'il y a différentes sortes d'effondrements. Et c'est pas, comme on le disait tout à l'heure, comme les calendriers des Mayas, hein, en 2052, il va y avoir l'effondrement et ça va arriver. Ça va pas se passer comme ça va se passer par des effondrements successifs, et voire peut-être un effet normalement. Personne ne sait en fait comment ça va se passer. On a des probabilités, on est dans une logique probabiliste, mais clairement, il y a des scénarios plus ou moins catastrophiques. Vous connaissez ceux du GIEC, hein, notamment sur le réchauffement climatique. Si on ne change rien, on va avoir des températures, des pointes de température à 70 degrés en 2100, donc sur tout le périmètre équatorial de la Terre, donc ça sera invivable pour 4 milliards d'êtres humains. D'ici 10-20 ans à Lyon, il fera aussi chaud qu'à Alger, donc il faut commencer à se poser des questions sur comment la faune et la flore va s'adapter si on veut continuer à manger. C'est des choses comme ça qu'il faut commencer à imaginer. Et c'est des exercices de pensée sur lesquels je reviendrai, qui sont nécessaires à faire si on veut qu'il y ait une vie après le collapse. En fait, c'est ça l'idée, hein. C'est de se dire, une espérance est-elle possible malgré les effets d'annonce qui nous arrivent et qui sont de plus en plus objectivés par la science. On n'est pas dans des racontards, des croyances, de l'idéologie, on est dans des choses qui sont de plus en plus certaines, probabilistes certes, puisque la science avance toujours par probabilité, mais on est dans des choses de plus en plus certaines et qui s'actualisent à l'aune de nos sens, c'est-à-dire qu'on peut les voir. J'étais il y a 3 semaines dans les monts du Lyonnais, il faisait 36 degrés en plein mois de septembre, tous les arbres étaient secs, toute l'herbe était cramée, les vaches n'avaient plus rien à manger, il y avait dans les vignes des récoltes qui n'avaient pas été faites parce que les raisins n'avaient pas eu assez de pluie pour pouvoir mûrir sur la fin de leur processus de maturation. Ça avait été laissé sur champ. Voilà, ça, vous imaginez ça avec 10 ou 20 ans de plus en termes de réchauffement climatique. Si on fait comme si ça n'existait pas, ben, on va avoir des soucis. Si on commence à se préparer, on peut envisager quand même que les choses puissent changer. Voilà, donc ça, on les constate, ces phénomènes de dérèglement, et principalement, et je vous dirais la proportion, puisqu'on a fait une étude nationale pour le vérifier, 4 Français sur 5 sont dans le déni ou le dénigrement. Seulement 1 Français sur 5 à peu près a entendu parler de collapsologie et épouse peu ou prou les thèses de la collapsologie, avec plus ou moins d'inquiétude, et on va voir qu'il y a tout un processus de conscientisation qui est nécessaire et qui explique pourquoi il y a ce phénomène de déni et de dénigrement. Et c'est en partie l'objet du travail de recherche que j'ai fait avec Loïc Stéphan et qui a été traduit dans mon travail d'écriture. Alors, moi, j'ai envie d'être effondré moi-même par l'effondrement, en tout cas par les difficultés de nos contemporains à intégrer l'effondrement en cours. Quand j'en parle à mes amis, parfois, ils se moquent de moi, de moins en moins maintenant, parce qu'à force de les embêter avec ça, ils commencent à m'écouter. Mais quand on parle dans la société, dans les médias, ce genre de choses, vous allez tous constater, si vous êtes intéressé par cette thèse-là, il y a vraiment une mise à distance de l'information. On va comprendre pourquoi, et c'est normal qu'il y ait une mise à distance de l'information, parce qu'elle fait éminemment peur. Alors moi, ma question, elle est double, en tout cas mon étonnement, il est double, il est à la fois philosophique et scientifique, c'est-à-dire que je me pose la question du pourquoi et comment on a ce manque d'étonnement de nos contemporains face aux enjeux écologiques et par-delà l'étonnement qu'on peut avoir sur l'inaction qui est la nôtre face à ces choses-là. Alors, tout à l'heure, on a entendu parler de militantisme. Il y a militantisme et militantisme, donc c'est une forme d'activisme à avoir, et on va voir que c'est la seule manière en fait de s'en sortir, enfin une des rares manières de s'en sortir, en tout cas psychiquement, pour ne pas sombrer dans la dépression et dans des phénomènes, pathologies psychiques douloureuses. Et donc l'idée, ça a été dans notre premier travail de comprendre la mécanique de déni, pourquoi est-ce qu'on est dans le déni, et par-delà de comprendre comment on peut aider à faire prendre conscience le plus grand nombre de personnes pour que les choses changent, puisque en fait, pour que les comportements changent, il faut qu'en amont les croyances changent. Et en fait, on va se rendre compte que tout le travail à faire, il est éminemment sur des histoires de croyances. Alors je parle de croyances au sens large du terme, religieuses ou non religieuses, laïques ou non laïques. Hein. C'est les croyances. Quand vous vous levez le matin, par exemple, vous allez croire que votre réveil va sonner. Si vous n'y croyez pas, vous ne mettez pas le réveil. C'est une croyance. Parce qu'il peut très bien y avoir physiquement une coupure d'électricité qui va empêcher votre réveil de sonner, hein, s'il est branché sur le secteur. Le fait que le soleil se lève tous les matins, c'est aussi une croyance. Rien ne vient permettre, évidemment, à part la force des habitudes, vous prédire qu'il va se lever. Hein, et puis d'ailleurs, de dire le soleil se lève, c'est une croyance, puisque ça ne fonctionne pas comme ça, comme vous le savez, puisque la Terre tourne autour du système solaire, etc., etc. Donc rien que dans les mots, on est pétri de croyances.
Et on va voir que les croyances sont un énorme frein à la prise en compte de la narration collapsologique. Effectivement, rien ne sert d'informer. C'est assez paradoxal, quand bien même il faut le faire. On ne peut pas se passer d'informations, mais il y a un effet qui est bien connu en psychologie, qui est l'effet fumer-tue. Plus vous dites aux gens que le fait de fumer va les tuer, et plus ils vont trouver des stratégies pour vous expliquer qu'ils ne vont pas être dans les 9 sur 10 fumeurs qui ne vont pas avoir un cancer à 65 ans, parce que c'est la probabilité, 9 fumeurs sur 10 ont la probabilité d'avoir un cancer à 65 ans. On va dire, ouais, mais c'est les statistiques, moi je serai le 10e qui n'aura pas le cancer, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de mécanismes psychologiques, dont celui que je viens de citer, qui est l'effet de biais statistique, c'est des biais cognitifs qui sont bien connus en psychologie sociale, qui montrent que les êtres humains, face à une information anxiogène, vont trouver des stratégies d'évitement. Et je vais vous faire le cycle tel qu'on l'a analysé auprès d'un certain nombre de personnes qu'on a interviewées dans une analyse qualitative. Donc, clairement, culpabiliser les gens, ça ne marche pas, et leur mettre une information anxiogène en permanence, ça ne marche pas. Ça les informe, certes, ils le savent, mais ça ne va pas les faire changer de comportement. Et en fait, ce genre d'information est plutôt démobilisatrice plus que mobilisatrice, quand bien même, on va le voir, il y a possibilité de les mobiliser. Et donc, malgré les alertes, parce qu'on en entend parler depuis les années 60-70 de ces problèmes, le premier grand rapport, c'est celui du Club de Rome en 72, il est très connu, c'est le rapport Meadows. On sait déjà, et il a prédit, c'était la première analyse avec des big data et avec des ordinateurs, ce qui est en train d'arriver, il l'avait déjà prédit. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de courbes liées, par exemple, à la population, celle-là elle a été prédite, les courbes du réchauffement climatique a été prédite, la courbe de la déplétion des ressources du peak oil a quasiment été prédite à la date près, à une décennie près. Voilà, il a prédit plein de choses, donc on le sait depuis 72, tout ça, on le sait, mais on ne fait rien. C'est ça qui est sidérant, c'est qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied, et on fait comme si tout ça n'existait pas. On fait comme si une croissance infinie était possible dans un monde fini, qui est une fable. Enfin, je veux dire, il suffit de prendre un gamin qui a 5 ans, il comprend que son pot de Nutella à la palme, machin truc, à l'huile de palme, quand il est vide, il faut aller au supermarché pour aller chercher. Ben, nous, on fait comme si on pouvait avoir une Terre 6,6, puisque c'est ce qu'on est en train de consommer en ce moment, les Américains 5,4, nous 3,4. Une Terre 6, c'était parfait pour pouvoir continuer à vivre dans notre confort. Or, ce n'est pas possible. On n'a qu'une seule Terre, il n'y a pas de plan B, de Terre B, pour pouvoir continuer à surconsommer comme on le fait. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que non seulement on croit à cette fable de la croissance infinie dans un monde fini, mais on ne croit pas les informations scientifiques, on ne veut pas les croire. Alors qu'elles sont là depuis les années 60-70. Et le GIEC n'arrête pas de nous alerter, on a fait des COP 21, machin truc, etc., on a pris des engagements, mais on ne fait rien. On ne fait absolument rien, ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent mieux, ou en tout cas qu'on n'aille pas dans le mur à toute vitesse. Et il y a un philosophe qui s'appelle Dupuis qui en 2002 a dit, voilà, nous le savons, pourtant nous n'y croyons pas. Donc le vrai problème, il n'est pas au niveau de la connaissance, puisqu'on l'a, mais au niveau de nos croyances. De nos croyances qui nous déterminent dans le regard qu'on va poser sur le réel, et dans nos comportements, et notamment nos comportements d'évitement. On va essayer de comprendre un peu comment ça marche. Et donc voilà, un peu la problématisation que j'aurais envie de vous dire, c'est pourquoi ne faisons rien malgré nos connaissances. Y a-t-il encore quelque chose à faire pour tirer le signal d'alarme et pour se préparer au choc qu'on va avoir? Est-ce déjà requiem pour les temps futurs, c'est-à-dire la messe est dite, si j'ose dire, et c'est une messe des morts qu'on va écouter. Mais quand même, est-ce que l'être humain il fonctionne quand même pas mal par espoir ou espérance? Est-ce qu'une espérance est possible malgré tout? Et si oui, laquelle? Tadadam. Ça va, vous n'avez pas trop peur? Je vous propose, moi, de répondre à cette problématisation, à ces questions, sous 3 angles. Donc, l'angle phénoménologique, alors c'est un gros mot pour dire le vécu. C'est une approche de la philosophie, mais qu'on utilise dans notre approche psychothérapeutique, c'est-à-dire de dire comment vous vivez les choses. Scientifique, parce qu'aujourd'hui, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, on est quand même dans le monde des opinions, et les opinions, malheureusement, sont infondées du point de vue des connaissances. C'est des croyances qui sont extrêmement labiles et qui sont sujettes, par exemple, à des leaders d'opinion qui peuvent les changer du tout au tout, et ne nous permettent pas d'avoir une connaissance fondée sur le réel.
juste une partie, mais pas suffisamment. Et enfin, une connaissance artistique, puisque l'artistique est le langage symbolique des êtres humains. Les oiseaux chantent mais ne font pas de musique. Tous les philosophes de la musique pourront vous expliquer ça très bien. Parce que derrière le langage artistique, il y a un langage symbolique qui nous permettent, par exemple, d'avoir des catharsis et des prises de conscience fortes. Et j'ai utilisé justement le requiem, parce que derrière le requiem, il y a une messe des morts, comme vous le savez sans doute, c'est une messe des morts de l'ancien rituel catholique romain, qui a été destroy par Vatican II en 65. D'ailleurs, c'est assez amusant de savoir ça. Et derrière ce rituel, il y a toute l'histoire anthropologique de l'humanité, qui, comme le disent les anthropologues, l'humanité naît par la fin, c'est-à-dire au moment où les humains en fait se distinguent des grands simiens, donc les grands singes, au moment où ils commencent à enterrer leurs morts. C'est quand même assez surprenant. Donc le début de l'humanité commence par là. Ça serait dommage que la fin de l'humanité arrive là bientôt avec les histoires d'effondrement. Alors, donc je vais commencer par le premier axe qui a été pour moi un peu mon propre choc, moi, de prise de conscience, qui a été, je vais y revenir, une patiente qui m'a fait prendre conscience que la collapsologie existait et qu'il y avait des soucis. Parce que moi, je suis un bobo rive gauche, Paris, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que je vis dans le 6e arrondissement. J'étais écolo, comme tout le monde, environnement. Pour mon premier Vélib, c'est moi qui l'ai eu dans mon quartier. Enfin voilà, je faisais tout comme il fallait. Sauf que en fait, on fait rien du tout en faisant ça, en faisant juste des éco-gestes, machin, truc, etc. Il faut faire bien plus que ça. Il faut faire bien plus que ça. J'aurais malheureusement pas trop le temps de le développer. Juste quand même pour vous donner un idée, la COP21 dit qu'il faut qu'on réduise nos rejets de gaz à effet de serre à 2 tonnes. On en est à 10 ou 12 en France. Ça veut dire qu'il faut réduire notre consommation de 80%. C'est-à-dire que 2 tonnes par an, c'est comme si vous faisiez que 10 000 km de voiture par an et vous oubliez tout le reste. Votre frigo, votre machine à laver, le métro, nanani. C'est punk, quoi, de se réduire à ça. C'est très, très punk. Donc ça veut dire que si on ne le fait pas maintenant, ça va nous être forcé et ça sera encore pire après. C'est ça un peu l'histoire de la collapsologie. Je vais vous agresser exprès, vous avez le droit de me dire que je vous agresse, on en reparlera après. Sauf si vous êtes déjà habitué à ce genre de discours. Et donc, j'ai été moi-même agressé, donc c'est pour ça que je me défends, je me rebiffe, par cette patiente, j'y reviendrai, mais c'était salutaire. Et c'est important d'être agressé, parce que s'il n'y a pas ce choc-là, ce qu'on appelle une métanoïa, et je vais revenir sur ce terme-là, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement du logiciel de croyance. Donc il faut se faire agresser dans son logiciel de croyance pour qu'il y ait un changement. Sinon, on continuera à croire en une croissance infinie dans un monde fini. Pas intellectuellement, on va continuer dans les supermarchés à faire tourner le système. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le défaire, ça c'est une autre histoire, je ne suis pas politicien, donc je ne vous dirai pas comment il faut faire, mais en tout cas, sur le logiciel de croyance, ça je vais vous en dire quelques mots. Alors, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment on peut cheminer de la collapsophobie, c'est-à-dire ce rejet de la narration collapsologique, vers une forme de collapsosophie, c'est-à-dire une sagesse qui intègre le collapse, c'est-à-dire la possibilité des effondrements multiples, et de faire avec plutôt que contre, notamment de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable, pour l'ensemble, plus grand ensemble de citoyens qui puissent prendre en compte cette narration-là. Puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ils sont minoritaires, puisqu'il y a à peu près 17 à 18% de Français qui ont pris conscience de la notion de la collapsologie et qui font vraiment des choses au regard des vrais enjeux qu'il faut avoir. Et donc, notre étonnement initial en termes de... Là, c'est le deuxième axe. Une fois que j'ai eu cet étonnement, on va dire, phénoménologique via une patiente, dont je vais vous parler très rapidement, ça m'a permis de me dire il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, et donc de me dire là il faut peut-être que je creuse et que je vois comment ça marche avec les paradigmes scientifiques. Et c'est pour ça que je suis passé sur une dimension scientifique avec une étude ad hoc que je vais vous présenter rapidement, et surtout les résultats qui sont très intéressants, pour comprendre comment les individus sont susceptibles de changer ou pas changer par rapport à la narration collapsologique. Et enfin, mes découvertes m'ont permis de comprendre que j'avais déjà compris les choses 15 ans avant sans le savoir moi-même, grâce au rituel du Requiem, qui est, vous allez voir, un truc incroyable, un espèce de logiciel à gestion des angoisses de finitude, qui sont donc l'héritage de toute la sagesse humaine depuis que l'homme est homme, comme je vous disais, depuis qu'il s'est séparé des simiens, des grands singes, et qu'il a commencé à faire des rituels.
Hein. C'est très intéressant de voir la structure anthropologique qu'il y a derrière le requiem, parce que c'est une réponse pour comprendre finalement comment créer du sens face au non-sens de ce qu'on peut constater, donc ces comportements complètement délirants par rapport à l'obligation qu'on a de changer radicalement nos comportements par rapport à l'environnement. Donc pour contextualiser le patient, un petit moment musical. Voilà, là vous avez entendu quelque chose de totalement inédit. C'est une IA qui chante, c'est la première IA à chanter sur un disque. On a travaillé avec l'IRCAM, je ne sais pas si vous connaissez cette institution qui a été fondée par Pierre Boulez, pour pouvoir produire ce genre de choses. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais si vous posez la question, je vous dirai pourquoi il y a des IA qui chantent sur ce requiem. L'idée, la petite piste que je peux vous donner, c'est que si jamais on disparaît tous, il y aura au moins des machines qui pourront se souvenir de ce qu'on a fait, ce que l'humanité a légué à l'humanité qui aura disparu. Voilà. Puisque peut-être que les IA nous survivront un jour. J'en sais rien, je ne suis pas devin. Alors, donc, Madame M était une patiente qui est venue me voir parce qu'elle souffrait d'un burn-out. Comme je vous le dis, j'étais spécialisé en burn-out et c'est une conservatrice d'un musée qui, d'origine modeste, qui avait vraiment gravi l'ascenseur social, pris l'ascenseur social et avait fait l'école des chartes et était devenue conservatrice de musée. Et elle vient me consulter dans un état, mais vraiment très avancé d'épuisement, sous médoc, enfin voilà, vraiment très 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 malade. Et elle me parle donc de sa pathologie, mais surtout elle me parle d'un livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, que je ne connaissais pas à l'époque, qui a été donc écrit par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, pour ceux qui le connaissent, donc en 2015, et c'est là où le concept de collapsologie a été énoncé. Et elle me raconte donc ce livre qui l'effraie encore plus, qui se cumule à son burn-out, à son effondrement intérieur, professionnel, où elle me parle voilà, de leur thèse et en quoi ça la renvoie à des frayeurs qu'elle a, des effrois, notamment somatiques, où elle se dit mais c'est terrible, on est en train d'aller dans le mur, on ne va plus pouvoir avoir nos besoins naturels qui vont être assouvis quand le réchauffement climatique va cramer toutes les plantes. Par exemple, si elle habitait dans la région parisienne, mais s'il fait aussi chaud à Alger qu'à Lyon ou à Paris, comment on va manger puisque les pommiers, les poiriers, les poireaux pourront plus pousser puisqu'ils ne sont pas habitués à ça et puis c'est pas en 20 ans qu'ils vont s'adapter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin voilà. Elle me parlait déjà de problèmes de santé en disant bah voilà, il y aura des tas de virus. Alors pour le coup, elle avait raison puisque c'est arrivé. Merci les coronavirus. Et puis à cela s'ajoutaient des effrois psychiques, donc des états d'âme liés à cette peur de ne pas bien manger, pas bien respirer, pas bien boire, donc des troubles de l'humeur, des affects négatifs, des tristesses, des colères qui se manifestaient dans son discours, et enfin un effroi existentiel, donc ce qu'on appelle une crainte noétique, une perte de sens énorme par rapport à tout ça, en disant mais ça, on est dans un monde de dingue,
Ça ne fait pas sens tout ça. Et puis des perspectives pour ces filles assez tragiques, puisqu'elle avait 3 filles de mémoire, en se disant mais quel avenir on est en train de préparer à nos enfants, quoi, et on va tous crever, quoi. On entend tous crever. Je dis non, stop, attendez, là tout va bien, moi, je ne suis pas au courant de tout ça, racontez-moi tout ça. Donc évidemment j'ai été lire son livre et ça m'a un petit peu saisi. J'y reviendrai tout à l'heure. Et j'étais un peu face donc à sa pathologie en me disant mais comment faire pour la cerner déjà, parce que ça part un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que ça déborde de son burn-out, c'est tout autre chose. Et comment la soigner? Or, nous, les personnels de soins, ce qu'on fait instantanément quand on a une pathologie, on va voir la classification internationale des maladies de l'OMS, hein, donc c'est un tableau nosographique. Quand on a un tableau clinique qu'on ne connaît pas, on va voir si ça existe. Et il se trouve que, pas de bol, quand j'ai été voir là-dedans, il n'y a absolument rien sur tout ce qui concerne les écopathologies. Il n'y a aucune écopathologie aujourd'hui répertoriée dans le classement international des maladies. Donc ça n'est pas connu. Comme le problème en psychologique, c'est qu'il faut mettre les mots sur les mots, MOTS sur les mots MAUX, pour commencer à soigner les patients, j'étais bien mal, moi-même. Donc, et comment rester donc, comment mettre des mots sur les mots pour éviter de rester dans l'innommable, dans tous les sens du terme. Alors je me suis renseigné, j'ai trouvé qu'il commençait à y avoir des travaux, notamment ceux sur la solalstagie, qui est donc le fruit des travaux d'un Australien qui est philosophe et qui a travaillé avec des médecins psychiatres, qui dès 2003-2005 il a commencé à avoir des travaux, notamment en voyant des personnes désespérées par le changement de l'environnement. C'était bien avant les méga-feux, hein, quand les koalas ont tous cramé là dans la forêt. Il y avait déjà des problèmes de surexploitation minière à l'époque qui détruisaient complètement les paysages. C'est-à-dire que des collines entières disparaissaient à tout jamais, parce qu'elles étaient complètement bouffées par l'exploitation minière. Et des assèchements aussi, beaucoup d'assèchements. Ils ont un problème de réchauffement climatique depuis un certain nombre d'années en Australie, et donc des lacs disparaissaient et donc étaient perdus irrémédiablement. Et il s'est penché sur ces problèmes-là, et donc il s'est rendu compte qu'il y avait un pathos rétrospectif, donc engendré par le constat de fait de transformation irrémédiable de l'environnement. Hein. Alors, comme je viens de le dire, mais ça peut être aussi les Inuits avec la fonte de la banquise qui commencent à se dire que leur environnement naturel qui est là depuis des milliers d'années est en train de disparaître. Je ne sais pas comment ils vont faire pour vivre, mais c'est assez flippant pour eux. C'est-à-dire que là, il y a une réelle déconfiguration de leur environnement qui fait qu'ils ne peuvent plus vivre comme ils ont vécu, comme leurs ancêtres. Bon, simplement ça, c'était pas suffisant. Quand j'ai constaté, j'ai lu les travaux scientifiques sur ces trucs-là, c'est pas encore appliqué, c'est même pas dans les tableaux nosographiques de l'OMS. Rien à faire avec ça. Puis surtout, je voyais qu'elle avait des peurs prospectives. Bon, qu'aujourd'hui on appelle du vocable d'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété, c'est un terme qui a été inventé en 92 par Rosach, qui est le pape de l'éco-psychologie. Sauf que l'éco-psychologie, selon les termes de Rosach, c'est que c'est pas dans la branche de la psychologie, c'est le rapport de l'être humain à l'environnement. Donc ça n'a rien à voir avec la santé mentale. Donc j'étais coincé, c'était trop flou ce concept d'éco-anxiété, et je me suis dit, bon là, il y a un truc sans doute à chercher et à caler avec une recherche ad hoc. Et c'est pour ça que je me suis lancé avec Loïc Stéphan, qui est un chercheur et donc un spécialiste en collapsologie, sur la possibilité de cerner cette problématique d'éco-anxiété pour pouvoir un petit peu mieux comprendre ce que vivaient les personnes en réaction pathologique avec la collapsologie, et donc ce qu'on a appelé collapsophobie. Et donc, on est parti sur... Parce que, évidemment, la personne était totalement dépressive au fond du trou. Il fallait que je la remette, c'est mon métier, hein, de réparer les gens. J'aime pas du tout ce terme-là, mais de leur permettre de... En fait, ce que je leur dis, c'est que je les aide à se sauver d'eux-mêmes par eux-mêmes. C'est une longue histoire que je ne vais pas vous raconter ici, mais c'est vraiment ça. Hein. Ça ne marche que par soi-même. C'est le dialogue de soi avec soi-même, avec un accompagnateur qui peut aider la personne à s'en sortir. Mais on ne dit surtout pas aux gens ce qu'ils ont à faire. C'est pas à nous de dire ce qu'ils ont à faire. On est là pour les aider à trouver la solution par eux-mêmes. Et donc, l'idée, c'était de se dire, mais est-ce que les peurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, les informations démobilisent, hein, donc la formation collapsologique, elle fait peur, donc elle immobilise, voire démobilise. On le voit, hein, notamment dans les débats médiatiques, hein, notamment avec des dénigrements de journalistes. Notamment, il y a eu une période, un moment dans BFM, où ils n'arrêtaient pas de montrer des survivalistes en réduisant le mouvement collapsologique à ça. Or, ça n'est pas que ça, c'est une partie, bien sûr,
mais on ne peut pas prendre une partie pour le tout et résumer le mouvement collapsologique à ça. Surtout que c'est plutôt un truc de culture américaine, et chez nous, on n'est pas tellement survivaliste, en tout cas pas autant que les Américains. Donc il y a des phénomènes culturels qui viennent influencer les postures par rapport aux enjeux environnementaux. Et donc, avec mon camarade Loïc Stéphan, qui a créé la collapse heureuse, lui, il savait bien qu'il y avait une multitude de vécus par rapport à ça, que ça ne se résumait pas à du survivalisme pur. Et nous, on s'était rendu compte, justement, au travers de ce que Loïc Stéphan pouvait vivre dans les échanges Facebook avec son groupe La Collapse Heureuse, que certaines personnes qui avaient pris conscience de ces sujets-là, parce qu'il y a déjà eu des livres fondateurs, comme celui de Jared Diamond, que le Premier ministre présentait précédent en permanence, qui s'appelle Collapse. Depuis 2005, il y a une littérature sur ces aspects-là. Donc Pablo Servigne, ils n'ont presque rien inventé, entre guillemets, à part le terme collapsologie. Mais la notion de collapse, elle existe déjà depuis un certain nombre d'années, en tout cas chez les écrivains et chez les chercheurs. Et en fait, Pablo Servigne, qu'est-ce qu'il veut faire avec ses petits camarades? C'est de dire, dans toutes les cheminées de science, parce que ça fonctionne par silo, tous parlent d'effondrement. Et lui veut établir une couche transversale qui permet d'unifier toutes ces choses de l'effondrement que la biologie, la physique, l'énergie, les sciences sociales, l'économie, l'histoire même, puisque la Russie a vécu un effondrement au moment du passage de Gorbatchev à Boris Yeltsin, mais ils s'en sont relevés après. Encore que, je vous laisserai juger votre âme et conscience, mais voilà, on a des histoires avec les Incas, avec l'île de Pâques, tout ça, on sait que ça s'est survenu, et que derrière... c'est documenté dans différentes, comme en sciences souvent, par silo. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une transversalité. Voilà. Bon. Donc l'idée, c'est de se dire, mais il y a une possibilité de mobiliser les gens, c'est ce que disait donc Loïc en parlant des échanges qu'il avait pu avoir avec des gens qui étaient en train d'échanger sur Facebook dans la collapse heureuse, que des gens s'étaient mis en mouvement grâce à la collapsologie. Et donc, je me dis, tiens, c'est intéressant. D'un côté, ça immobilise, et de l'autre côté, ça mobilise. Qu'est-ce qui fait que le pathos qui résulte de la collapsologie peut finalement, in fine, réussir à mettre les gens en action? Puisque l'idée, c'est que si on veut vraiment sauver l'humanité, c'est qu'on se mette tous en action. Et puis, j'ai lu le bouquin de Servigne qui s'appelle « Une autre fin du monde est possible », et je me suis dit, ouais, il y a quand même des possibilités d'utiliser le collapse, non pas contre, ni tout contre, mais de faire avec plutôt que contre. Et c'est comme ça que l'idée de notre bouquin est venue avec Loïc, c'est de se dire, n'ayez pas peur du collapse. Il y a une vie après le collapse. Une espérance est possible sous condition. Voilà, c'est un peu ce que je vais vous présenter maintenant. Voilà, l'idée de ce bouquin, finalement, ça pourrait se résumer par cette phrase un peu triviale, passer de la peur de la mort à la mort de la peur. Parce qu'effectivement, le premier mouvement, on va y revenir, naturel et humain, c'est d'être effrayé par cette information. Et c'est normal, on va y revenir. Et donc, l'idée, c'est de comprendre qu'il faut dépasser cette information anxiogène pour pouvoir passer à l'acte. Et ce qui est derrière la mise à distance de l'information, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on connaît depuis des milliers d'années, c'est l'angoisse de la finitude. Et là, je me suis dit, alors, je l'ai découvert donc, au travers des enquêtes, et là, je me suis dit, mais c'est absolument génial, ce que je fais depuis, alors à l'époque, c'était 13-14 ans, avec le Requiem, il y a une réponse dans le Requiem. Il y a une réponse, et on va pouvoir s'en servir, et on va pouvoir avoir une réponse multiple, à la fois phénoménologique, donc dans une pratique de psychothérapie, donc de dialogue intérieur, ça concerne tous les citoyens, vous devriez avoir tous une pratique de dialogue intérieur, ce qu'on appelle une spiritualité existentielle. Il devrait y avoir des recherches scientifiques pour pouvoir documenter ce processus, et on y a contribué, vous allez voir comment. Et puis enfin, on devrait avoir aussi une approche artistique, comme c'est fait présentement ici, dans le cycle des effondrés, grâce au théâtre du bruit, parce qu'il faut activer tous les leviers symboliques dont les êtres humains sont capables, puisque c'est un problème de croyance. Voilà. Et l'art permet des catharsis absolument extraordinaires, des prises de conscience qui sont vitales pour notre avenir. D'où la nécessité, en tout cas pour moi, d'utiliser toutes mes maigres compétences, tous azimuts, pour pouvoir éveiller les consciences. Voilà, je suis un passeur de lumière, je suis en noir, c'est pour ça que j'absorbe la lumière et je la renvoie. Parce qu'il faut absolument prendre conscience de cette nécessité absolue de changer notre logiciel de croyance, que la société nous a imposé. Voilà. Et ça, c'est punk.
c'est no future. Il faut être absolument dans quelque chose de... Il faut hacker le système. Pas forcément en foutant tout en l'air, ça c'est pas mon approche. Moi personnellement, c'est une approche de métanoïa et de casser la doxa, les messages de la doxa. Je vais vous expliquer comment on a approché ça. Donc, on a commencé par faire donc notre plan expérimental, il est le suivant. On a fait 2 études. On a d'abord fondé l'Observatoire des vécus du collapse pour avoir une visibilité et puis pouvoir recueillir des données avec Loïc. Et on a fait 2 études. Une première, fin 2018, où on a demandé à des collapsos, nautes, donc ceux qui prétendent avoir intégré, qui disent, prétendent dans le bon sens du terme, avoir intégré la collapsologie dans leur quotidien, de nous dire ce que ça représente pour eux, la collapsologie. Donc voilà, on a analysé leur verbatim, en fait, avec un logiciel d'analyse sémantique, et je vais vous montrer l'arborescence qui en ressort. Voilà, alors, ça c'est hyper intéressant parce que vous avez au centre le mot le plus utilisé, fin. Fin des ressources, fin de la société, fin de la biodiversité, plein de trucs. Ça s'organise autour de 3 choses. Donc la mort, les catastrophes et les guerres. Les catastrophes dues à des dérèglements climatiques, écologiques, au réchauffement, à l'effondrement des sociétés, aux crises, etc. Voilà ce qu'intériorisent donc les collapsonautes de la collapsologie, de ce que raconte la narration collapsologique. Deuxième point, ça va être un peu le bordel. Il va y avoir des guerres, du fait des surpopulations, de la décroissance, de la pauvreté, on en a parlé tout à l'heure, je l'ai entendu, des cataclysmes, etc. Et puis, alors il y a une petite branche crise et peur, de petites branches, mais qui sont moins importantes que celles de la mort, où là, clairement, on voit apparaître l'angoisse de finitude, à la fois individuelle et collective. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais le deuxième schéma va vous montrer qu'il y a quelque chose d'éminemment commun dans l'esprit des personnes qui ont intégré la narration collapsologique. Donc on s'est dit, on a voulu en avoir le cœur net, parce que là c'était vraiment du verbatim sans, on va dire, qui était éminemment subjectif, et on s'est dit, on va refaire une deuxième étude, 1 an après, avec un autre outil d'analyse, pour voir si on retrouve les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, si j'ose dire. C'est-à-dire, est-ce que la collapsologie, dans l'esprit des personnes qui ont intégré son univers cognitif, ont les mêmes préoccupations. Alors on a utilisé, ça va vous paraître pas très clair, mais je vais vous l'expliquer, une deuxième technique qui s'appelle la technique de Vergès en psychologie sociale, qui fait émerger les représentations sociales. Une représentation sociale, ça se résume par un mot qui fait sens collectivement sans que vous ayez à vous dire vous-même ce que ça signifie. D'accord ? Si je vous dis psychanalyse, instantanément, vous savez ce que ça veut dire. Simplement, dans l'approche de la psychologie sociale, il y a ce qu'on appelle les croyances qui vont venir donner une coloration d'opinion par rapport à ce mot-là. Par exemple, quand Moscovici, qui est le père de cette école, l'école de la psychologie sociale, a découvert ces choses-là, il a fait justement une étude princeps sur la psychanalyse. Il s'est rendu compte que des groupes sociaux avec des idéologies différentes, complètement opposées, comme les catholiques et les communistes, se rejoignaient sur la posture à penser, le prêt à penser vis-à-vis de la psychanalyse. Il ne fallait surtout pas que la psychanalyse soit diffusée vers les masses ou vers les fidèles, parce que pour les catholiques, c'était les éloignés de Dieu, et pour les communistes, les éloignés du parti, si j'ose dire, et donc les instrumentaliser. Voilà, c'est ce qu'il a découvert. Après, on est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, c'est ce qu'a découvert l'école de Moscovici. Et là, ce que montre le noyau, alors ça fonctionne par noyau central, une représentation sociale, c'est-à-dire ça, c'est ce qui va faire le plus consensus entre nous, sans qu'on ait besoin de se le dire. Et puis après, il y a différentes couches, mais je vais me focaliser sur le noyau, je ne vais pas perdre trop de temps, je vais me focaliser sur le noyau central. On retrouve exactement, 1 an après, et avec une technique différente, les mêmes mots, quasiment, à mot. Le mot fin, donc, qui renvoie à toutes les angoisses de finitude, fin des ressources, fin, etc., etc. Guerre, apocalypse, catastrophe, mort, réchauffement climatique. Voilà, ça c'est central dans tous ceux qui ont la même représentation sociale de collapsologie. La technique, elle est très simple. Vous posez une question. Si je vous dis collapsologie, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Donnez-nous les 4 premiers mots. C'est aussi simple que ça. Et après, on compile l'ensemble des mots par ordre de fréquence et ordre de rang. Et on arrive à ça. C'est-à-dire que sans que les gens soient concertés, ils produisent ça. Voilà, ça c'est une technique d'objectivation du subjectif. Dans sciences humaines et sociales, c'est comme ça qu'on fait.
Donc ça nous a frappé, on s'est dit tiens c'est intéressant, et donc du coup on a voulu comprendre ce que ça voulait dire avec des gens qu'on a interviewés, cette fois-ci en analyse qualitative, c'est-à-dire en allant les voir avec des entretiens. Et ils nous ont dit la chose suivante. Je vais vous faire le processus en synthèse et vous allez voir, après, on a été investigué beaucoup plus profondément pour que les choses soient, entre guillemets, encadrées scientifiquement. Donc on a fait cette enquête qualitative, on a été interviewé donc des collapsonautes qui étaient devenus des collapsosophes. Alors le terme collapsosophe, comme le dit Pablo Servigne dans Une autre fin du monde est possible, c'est collapsosophe, donc la sagesse qui intègre la collapso, hein, donc la collapsologie, c'est-à-dire les gens qui vivent en paix avec le fait que le collapse va arriver, ou les collapses, les effondrements vont arriver, et qui l'ont intégré dans leur vie, dans leur quotidien et même dans leur mode d'être. C'est-à-dire, donc, ils en ont fait une sagesse, une spiritualité, dans le sens de vie de l'esprit, hein, du dialogue intérieur avec soi-même. Et donc, ils ont modifié non seulement leur comportement, leur mode de vie, mais aussi leur état d'être intérieur. Je vais y revenir sur ça, c'est très important. Et voilà donc en synthèse les 3 étapes que provoque finalement la réception du message collapsologique. Donc clairement, ça active des effrois multiples, hein, comme on l'a vu avec ma patiente, effroi physique, effroi psychique et effroi noétique, donc c'est-à-dire croyance, hein, la noèse c'est l'aspect des croyances. Et ces effrois mettent à distance d'abord l'information collapsologique, c'est-à-dire c'est tellement insupportable qu'on la met à distance, consciemment ou inconsciemment. Puis petit à petit, puisqu'on est dans un monde de l'infobésité, l'information elle revient en permanence, hein, à nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va avoir ce qu'on appelle une métanoïa. Métanoïa en grec, ça veut dire au-delà de l'esprit, c'est-à-dire de son état d'esprit à un temps t, au temps t plus 1, il y a un élargissement du champ de conscience. C'est ça une métanoïa. C'est un vieux concept qui date de 2500 ans, que les Grecs utilisaient déjà, et qui a été repris d'ailleurs par les religions, pour la notion de conversion. Mais ça existait bien avant les religions. Et cette métanoïa, en fait, elle va reconfigurer la vision du monde. C'est-à-dire que ça rentre dans le logiciel, ces informations-là rentrent dans le logiciel de croyance des individus, et tout d'un coup, ça reconfigure leur vision du monde. Donc quelqu'un qui a une vision du monde consumériste, qui allait au supermarché comme tout le monde, comme on lui avait dit de dire, et la pub à la télé, tout d'un coup, il a cette information-là, il l'a d'abord mis à distance, puis petit à petit, il la réintègre, et là, il se dit, mais il y a un truc qui ne marche pas, une croissance infinie dans un monde fini, comment c'est possible, puisque quand mon gamin il finit son pot de Nutella, il me renvoie au supermarché, mais il n'y aura pas de deuxième terre après. Et boum, ça commence à cogiter. Et tout d'un coup, ça commence à rentrer en conflit avec les croyances du consumérisme, par exemple. Je vous donne l'exemple de ce qu'ils nous ont dit. Hein. Et ça crée du pathos. On va voir ce que c'est, je vais y revenir. C'est-à-dire, ça commence à faire peur et ça commence à inquiéter. Petit à petit, au fil du processus, la métanoïa, elle va élargir le champ de conscience et il va changer de logiciel de croyance. Les croyances vont se réorganiser. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez tous des croyances qui sont plus ou moins conscientisées. Hein. Il ne faut pas voler, par exemple, c'est une croyance. C'est indémontrable. Et c'est lié à la société dans laquelle vous êtes. C'est de moins en moins... ça bouge, hein. Il y a des sociétés, c'est valorisé de voler. Vous faites une razzia dans le village d'à côté, vous êtes un homme. Bon, chez nous, c'est pas trop le truc, on va plutôt en prison. Pas dans le village d'à côté. Voilà. Bon, c'est ce que notre société, petit à petit, a compris pour qu'il y ait un vivre ensemble suffisamment correct, mais ce n'est qu'une croyance. Ça n'est pas démontrable scientifiquement qu'il faut ou faut pas voler. Donc le panier de valeurs se hiérarchise. Quand quelqu'un a intégré les valeurs collapsologiques, les croyances collapsologiques, parce que c'est aussi des croyances, il n'y a pas que des faits scientifiques, le panier de valeurs de l'individu se réhiérarchise, et ça va faire muter l'imaginaire et autoriser de nouvelles croyances et donc de nouvelles façons d'agir et de nouvelles façons d'être. Parce que là, on touche au logos, au logiciel de croyance. Et donc, cet élargissement du champ de conscience, il va provoquer donc cette fameuse prise de conscience que tout peut s'arrêter, que tout peut finir. Donc l'angoisse de finitude, elle est là. Et ce qui peut donner un nouveau sens à la vie. Alors d'abord, ça crée du non-sens parce qu'on était persuadé que le monde tournait comme on nous l'avait dit, comme nous l'ont dit les capitalistes consuméristes. J'ai absolument rien contre les capitalistes consuméristes. Hein. Moi, je suis neutre par rapport à ça. C'est indémontrable. Donc pour moi, tout ce qui est indémontrable, tant que ça ne donne pas un sens à ma vie ou un non-sens à ma vie, c'est mon affaire personnelle. Donc l'angoisse de finitude est dépassée par le désir de s'accomplir différemment dans l'action, c'est-à-dire qu'il y a un ethos
nouveau qui va se mettre en place, par l'intégration de ces nouvelles croyances dans le logiciel de valeur. Et donc la personne va commencer à changer ses comportements et ses états d'être, c'est-à-dire sa vision du monde et comment il faut se comporter dans le monde. Je vais revenir à tout ça. On va d'abord écouter un petit extrait. De la torpeur à l'éveil, donc que la métanoïa va pouvoir provoquer, c'est-à-dire la méconnaissance des problèmes. La torpeur, c'est d'être complètement dans la croyance que tout va continuer éternellement dans une croissance infinie. À l'éveil, qui est donc de se dire mais on va dans le mur si on continue à fonctionner comme ça. Il y a tout un processus de conscientisation qui peut se résumer en 3 étapes. Donc d'abord, le cognitif va prendre l'information en pleine poire, qui va provoquer un pathos, c'est-à-dire une frayeur ou des multiples frayeurs, qui vont venir impacter l'éthos, c'est-à-dire le comportement et les modes d'être de l'individu, et qui vont donc le convertir à une nouvelle possibilité de vivre la vie telle qu'il croyait qu'elle devait être vécue, et donc de la changer radicalement. Et ça revient au logos, et ça recrée un contenu cognitif et des nouvelles valeurs. Donc, je reviens un petit peu sur le détail, je ne vais pas trop m'appesantir parce que j'ai déjà bien présenté les choses. Donc, vous l'avez compris, au début, l'information collapsologique et les horreurs sur l'environnement qu'on peut voir au quotidien provoquent un conflit représentationnel, hein, c'est-à-dire que il y a un conflit avec le prêt-à-penser de la doxa. C'est en ce sens-là où il y a l'individu qui fait allégeance à la doxa, c'est-à-dire à la bien-pensance du moment, par exemple sur le consumérisme. Il va se dire il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. C'est vrai que les informations de la collapsologie, elles me choquent par rapport à ça, parce que quand même c'est basé scientifiquement, il y a quand même des choses qui sont vraies dans ce qui est dit, alors que ça vient heurter ma bien-pensance, enfin la bien-pensance du moment sur comment il faut se comporter. Moi, on m'avait dit qu'il fallait acheter 3 télés, 4 voitures, une piscine dans la pub, et je le fais, je croyais bien me comporter, tout d'un coup on est en train de me dire que c'est pas bien de faire ça. Voilà, en gros, si vous voulez, pour faire simple, là je parle comme un Américain plutôt, mais, parce que je ne pense pas que vous ayez 3 piscines en France, mais voilà, c'est un peu ce qui se passe. Et alors, il y a 3 possibilités de défense, de stratégie de défense, hein, qui sont très proches de la mécanique du stress, parce qu'on s'est rendu compte que les individus qui sont soumis à une information anxiogène, qu'elle soit environnementale ou collapsologique, ils vont avoir les mêmes mécanismes de défense que dans le stress. Le stress, c'est une mécanique qu'on a tous en nous et qui est en commun avec les animaux. C'est face à un danger, un enjeu perçu comme tel, on va avoir une stratégie d'adaptation qui se base toujours sur 3 stratégies. Flight, fight, freeze. Flight, c'est la fuite. Fight, c'est le combat. Et freeze, c'est la prostration. Et face à un nouveau danger, on va avoir toujours cette séquentialité si le danger persiste. Si on le résout avec la fuite, ça va s'arrêter. Et c'est malheureusement ce qui se passe avec l'écologie, c'est que comme les dangers sont loin,
On a beau avoir les images qui viennent d'Australie ou des grands feux des États-Unis, on se dit c'est pas grave, c'est loin, pas notre problème. Voilà. Donc, il y a ces stratégies de défense qui vont faire qu'on va se réadapter, qu'on va plus être en état de stress, donc c'est pas grave, c'est loin, donc on s'en fout. Ou soit on commence à prendre conscience que tout ça, ça pourrait arriver jusque nous, comme moi je l'ai vécu dans les monts du Lyonnais il y a 3 semaines, en me disant mais c'est en train de tout sécher là, dans 10 ans ça va être comment? Bon, là je me suis dit, bon, il y a un problème. Et donc c'est ce qui peut provoquer une méthanoïa. Moi je l'ai vécu personnellement avec les abeilles. C'est quand j'ai découvert que les abeilles étaient en train de mourir et que je sais que 80% de nos légumes et nos fruits sont gérés par les externalités positives des abeilles, c'est-à-dire qu'elles travaillent gratuitement pour nous les abeilles, et qu'avec nos externalités négatives à nous, c'est-à-dire les engrais et les intrants phytosanitaires, on est en train de toutes les tuer. Donc on est en train de tuer nos meilleurs alliés. Et je ne sais pas comment on va manger, alors on aura 20% de trucs pourris, on n'aura plus tous nos fruits et nos légumes, s'il n'y a plus d'abeilles sur Terre. Bon, les Chinois commencent déjà à le faire à la main, mais eux, la main-d'œuvre, elle n'est pas chère. Enfin, elle est en train d'augmenter, mais ils vont peut-être plus pouvoir le faire pendant très longtemps. Donc, première stratégie de défense, c'est le déni ou la mise à distance du message. Vous avez des gens qui vont dire bon, non, la collapso va pas arriver, tout ça, tout va bien, de toute manière, on trouvera bien des solutions techniques. C'est la fameuse technosalvation, la croyance à la technosalvation. C'est-à-dire dans cette espèce de croyance totalement immodérée que la technologie va, puisqu'elle nous a permis de vivre le progrès. C'est vrai, on le constate, on vit plus longtemps, on a des médicaments, enfin on n'arrive pas à gérer le coronavirus, mais peu importe. On est toujours dans cette espèce d'hubris de croire qu'on est plus fort que la nature, mais peu importe. Donc voilà, la technique va trouver une solution à tous ces problèmes-là. Je ne sais pas comment, mais trouvez-moi les solutions et les départements R&D qui l'ont financé pour que j'y croie. Vraiment. Donc là, on est dans la stratégie de fuite. Deuxième stratégie, je le disais, stratégie de combat, le fight, c'est au bout d'un moment, comme ça revient, commence à nous gaver ces collapsos avec leurs histoires, vous dites n'importe quoi, vous n'êtes que des oiseaux de mauvais augure. Des apocalyptos, machin truc, vous avez la haine de soi, ou je sais pas quoi, enfin des tas d'arguments qu'on peut voir. Et donc là, on ne met plus à distance le message, mais on commence à dénigrer les messagers. C'est-à-dire qu'on s'attaque aux personnes, et non plus aux messages. Et enfin, comme pour ma patiente, quand le message il est vraiment en train de revenir en permanence, et qu'en plus on a une petite fragilité personnelle passagère ou plus ou moins longue, on va refouler le message et ou le messager en disant arrêtez de parler, je ne veux plus rien entendre, laissez-moi tranquille dans mon coin. Et là, on est dans une stratégie de prostration, et ça, c'est dangereux parce que ça mène à la dépression. Voilà. Ça, il faut éviter d'arriver jusque-là. Et donc, soit on reste dans la dépression et on ne s'en sort pas, comme malheureusement j'ai un certain nombre de patients, ou soit on a le choc ou le déclic de la métanoïa, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans notre logiciel de croyance. Je ne vais pas trop développer sur les effrois, j'en ai déjà pas mal parlé pour le pathos. Donc il y a 3 catégories d'effrois somatiques, on les a répertoriés, c'est-à-dire c'est un peu comme la pyramide des besoins de Maslow, je ne sais pas si vous la connaissez, on a les besoins primaires, manger, boire, se vêtir, habiter sous un toit, ensuite le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement. Les effrois somatiques, c'est vraiment les premiers besoins de base, et on l'a un peu compris avec le Covid, c'est-à-dire qu'avec le Covid, on se rend compte que rien qu'en respirant, on peut expirer, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'on peut donner la mort ou on peut la recevoir, même si aujourd'hui, ils sont quand même minoritaires, mais il y en a de plus en plus. Deuxième type d'effroi, j'en ai déjà parlé, c'est les effrois psychiques. Ceux-là, ils peuvent vraiment provoquer des troubles de l'humeur, c'est le début des psychopathologies. Donc c'est plutôt des troubles du comportement, mais on n'est pas encore dans des choses psychiatriques. Et enfin, les effrois noétiques, là, c'est vraiment les peurs existentielles. C'est donc ces fameuses angoisses eschatologiques de fin du monde, pour l'angoisse de finitude collective, et puis l'angoisse personnelle que je vais y passer, ou mes enfants vont y passer, qu'on n'arrivera pas à voir la fin du siècle prochain, pour en tout cas nos enfants et nos petits-enfants. Et celles-là, elles peuvent provoquer des crises de sens qui vont jusqu'à la déréalisation, c'est-à-dire des gens qui sortent du réel, c'est-à-dire qui sont dans des crises psychiatriques. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tous ceux qui avaient vécu ça et qui étaient remontés de la dépression vers un état d'humeur plus équilibré, s'en étaient sortis grâce à l'action. Et donc, avaient dépassé le conflit de valeurs en réintégrant donc, dans leur logiciel de valeurs un certain nombre
de valeurs qui leur permettaient, comme par exemple ceux qui deviennent véganes, d'être en paix avec leur conscience. Hein. Alors il y a des véganes qui sont, on va dire, modérés, qui n'imposent pas leur véganisme à d'autres, et puis d'autres qui le sont moins. Et on a démontré, il y a une étude récente qui montre que le militantisme trop extrême, il était mauvais pour la santé mentale. Si vous voulez que j'en parlerai tout à l'heure. Donc il y a un équilibre à avoir entre l'éthique de conviction, c'est-à-dire avoir des valeurs auxquelles on croit, et une éthique de responsabilité, c'est-à-dire l'adéquation de ces valeurs avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être vegan en l'imposant aux autres. C'est comme si on était finalement dans une, comment dirais-je, une espèce de guerre de religion. Hein. C'est-à-dire, soit tu es vegan ou je te tue. Quoi, hein. Liberté, égalité ou la mort, comme disait Robespierre, par exemple. Voilà. Au bout d'un moment, c'est embêtant, parce que là, si c'est l'autre qui est en face qui dit la même chose en disant « mais moi je suis un gros viandard et c'est toi que je vais tuer », on va plus arriver à vivre ensemble. Voilà. C'est juste ça la petite limite à l'éthique de conviction. Il faut qu'elle soit adaptable. Et en gros, c'est ce que disait Robert Misrahi, il n'y a pas d'éthique sans politique et pas de politique sans éthique. C'est-à-dire qu'on peut plier dans le machiavélisme en politique, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'on réintègre de l'éthique dans la politique, mais on ne peut pas à l'inverse être dans une éthique comme celle du véganisme qui va imposer quelque chose qui ne peut pas marcher pour toute la société. Voilà. Et donc la métanoïa, elle va fonctionner si, évidemment, on passe à la couche de l'éveil, c'est-à-dire à une vraie révolution intérieure, philosophique, spirituelle, qui va non seulement bouger les éco-comportements, c'est-à-dire changer les comportements pour qu'ils soient adéquats au regard des enjeux écologiques, hein, c'est-à-dire arrêter de rouler en 4x4, etc. Et puis aussi les modes d'être, c'est-à-dire les états d'esprit, c'est-à-dire se dire comment est-ce qu'on peut vivre ensemble avec cette perspective du collapse, comment est-ce qu'on peut imaginer une société qui ne soit pas coupée d'elle-même, qui ne soit pas dans la haine des autres, une société où on est dans l'entrisme plutôt que dans l'entre-soi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut revenir vers la société et la changer de l'intérieur, plutôt que d'essayer de la casser. En tout cas, là, je vous fais état de ce qu'ils m'ont dit. Hein. Moi, je ne suis pas dans le jugement de valeur ou dans le « il y a quoi, il y a qu'à, faut faire hein. ». Il y a qu'à, faut... Donc, ces personnes ont vraiment changé leur mode de vie et leur mode d'être. C'est-à-dire, les modes de vie, c'est vraiment s'intégrer dans des éco-projets, des éco-lieux, des choses comme ça, ou carrément... j'ai rencontré par exemple le dirigeant de Day by Day, qui lui a décidé de rester dans la société, puisque lui, il est issu de l'agroalimentaire, il a complètement dégueulé l'agroalimentaire, mais il s'est dit, mais je le connais tellement bien de l'intérieur que je vais changer l'agroalimentaire avec mes nouvelles convictions, mes nouvelles valeurs et mon nouveau mode d'être. Et donc lui, son combat, c'est d'arriver à ce que l'agroalimentaire arrête de mettre des déchets, enfin des emballages, parce qu'il a calculé que ça coûtait 20% du prix. Il s'est dit, c'est le meilleur argument que je peux avoir avec l'agroalimentaire, c'est que s'ils enlèvent les emballages, ils vont pouvoir faire 20% de marge en plus, et donc ça va être moins de pétrole en amont pour mettre l'emballage, et moins de pétrole pour détruire l'emballage. C'est ça, faire de l'entrisme dans la société, selon lui. C'est de dire, c'est de faire du judo, en fait. Ça ne sert à rien d'aller frontalement contre la société, c'est d'être dans la société et de la changer de l'intérieur. À chacun ses chemins. Hein. Là encore, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Mais en tout cas, lui, ça lui a permis c'est comme ça s'il a eu une grosse crise existentielle, une grosse angoisse de la mort, il lisait Camus, le mythe de Sisyphe, il était complètement flippé, et il s'en est sorti comme ça. Voilà, et donc, quand on arrive à avoir un ethos adapté à son nouvel logiciel de croyance et à ce qu'on a compris des enjeux de l'environnement, on va vers ce qu'appelaient les Grecs de la philosophie antique, les épicuriens, l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble de l'âme. On est tranquille, on est apaisé. Et alors là, c'est marrant parce que c'est exactement le message du Requiem, comme je vais vous le montrer. Et donc là, les collapsosophes sont des gens qui ont réussi donc à changer leur mode de vie et leur mode d'être, en intégrant donc, pour faire une petite synthèse, en intégrant donc les enjeux que la collapsologie pointe, c'est-à-dire les différents effondrements du monde, en ayant anticiper donc ce collapse en se disant mais il y a une vie possible après le collapse et on s'y prépare dès maintenant. On n'a plus que 10-20 ans, peu importe, hein, parce qu'on n'a pas de certitude, mais voilà, on s'y prépare. Et donc par exemple par rapport à ce qui se passe à Lyon, donc où il va faire aussi chaud qu'à Alger d'ici 10-20 ans, il commence à planter des dattiers, il commence à planter des avocatiers, il commence à planter tout ce qui peut se tenir comme à Alger pour manger. Hein, voilà. C'est leur approche, je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, c'est leur approche pour gérer le collapse. Et c'est comme ça qu'ils se disent, il y a une vie après le collapse. Quand il arrivera, on sera prêt. Du coup, on pourrait se dire, très bien, tout ce que vous dites,
un peu flippant. Comment on fait quoi, pour s'y préparer, quoi, soit là, par rapport à cet aspect processuel là, de la collapsophobie à la collapsophobie, comment moi je peux m'y préparer. Bon, je ne vais pas énormément développer parce que il faudrait que je prenne chacun d'entre vous pour vous comprendre où en est votre logiciel de croyance et comment vous vous situez par rapport à ça. Mais il y a quand même des grandes structures que la philosophie a développées depuis la philosophie antique des Grecs, hein, les écoles de philosophie antique de la Grèce antique. Et Montaigne en a repris, notamment celle-là qui est très connue, qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint, et qui apprend à mourir, apprend à vivre. C'est les bases, les règles de base, si j'ose dire, qui étaient enseignées en philosophie antique. Mais vous avez remarqué que dans notre société, aujourd'hui, le plus grand des tabous, c'est plus le sexe, c'est la mort. Hein, la mort, elle est mise à distance. On met nos vieux dans des EHPAD très loin, on met nos cimetières encore plus loin. Ça, on le sait depuis l'école des Annales, hein, qui est une école qui date des années 70, qui a montré, c'est Philippe Arias qui l'a très très bien montré dans un ouvrage, La mort en Occident, où il dit depuis la Renaissance, on met la mort à distance, de plus en plus. On ne sait plus vivre avec la mort. On ne sait plus rien faire. Quand vous avez quelqu'un qui meurt dans votre famille, vous ne savez plus quoi faire. Vous attendez que l'institution s'en occupe à votre place. Comme beaucoup de choses qu'on nous a expropriées. Savoir manger, savoir bouger, savoir éduquer ses enfants, tout ça, maintenant, c'est de plus en plus la société qui le fait, et on ne sait plus le faire. Et donc la collapsologie dit, réappropriez-vous tout ça. Hein, c'est un peu l'école d'Ivan Illich, l'école un peu marxienne, mais qui a des choses intéressantes à nous dire. Et donc là, ce qui est important, c'est aussi passer de la métanoïa, donc qui est le déclic de conscience dont je vous ai parlé, à vraiment une conversion du regard par rapport à ce qui nous pend au nez. Hein, et pas rester dans un truc mondain. Ouais, non, j'ai lu le dernier livre de Pablo Servigne, c'est quand même inquiétant. Hein. Voilà, c'est de se dire, mais qu'est-ce que tu fais, toi, par rapport à ça? Tu te mets en marche comment? Comment tu intègres cette nouvelle croyance, ce nouveau champ de connaissances dans ton logiciel de croyance? Comment tu te mets en marche pour affronter ce qui va nous arriver demain dans 10, 20, 30, 40, 50 ans? Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants quand tu as 50, 60 ans, tes petits-enfants, pour les préparer à vivre dans le monde de demain? Tu fais quoi concrètement? Voilà, c'est ça. Hein, c'est de se dire, ok, j'ai pris conscience, et je ne le mets pas dans ma poche, au fond de ma poche, c'est j'en fais quoi concrètement? Je fais quoi? Voilà. Je vais faire quoi? Et là, Saint-Exupéry nous a déjà beaucoup parlé de ça, l'existentialisme, hein, l'action nous délivre de la mort, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on passe notre temps à mourir symboliquement, hein, je vais y revenir, mais dès la naissance, on meurt symboliquement, et il faut s'entraîner à mourir symboliquement, et notamment à ces vieilles croyances qui ne sont plus opérationnelles dans le monde qui va venir, qui est en train de changer. Et donc, effectivement, en thérapie existentielle, on propose déjà depuis longtemps, c'est des exercices existentiels de pensée, donc ce que je viens de vous dire. Donc, dans 20 ans, les arbres vont tous sécher sur pied. Qu'est-ce que vous faites pour changer les choses et vous préparer à avoir la nourriture qui sera à peu près équilibrée dans 20 ans? Quand les pommiers, tous les poiriers auront séché, les vignes, etc. Voilà, on fait quoi? On pourrait s'amuser à le faire, on n'a pas le temps, mais c'est ça un exercice de pensée, c'est de se dire comment on fait pour... Et comment je le vis. L'exercice existentiel, c'est comment je perçois ça, quel est mon effroi, comment je m'entraîne, un peu comme le memento mori des stoïciens. Un jour, je vais mourir, je serai prêt ou je ne serai pas prêt? Comment je vais vivre ce moment-là? Personne n'est revenu de la mort, hein, donc on ne sait pas comment ça se passe. C'est la seule expérience qu'on va faire de notre vivant dont on ne sait rien. Comment je m'y prépare? Est-ce que je suis à l'aise avec cette idée-là? Est-ce que je l'ai mis au fond de ma poche, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que la Grèce antique savait bien faire, qui étaient des exercices spirituels ou existentiels, des exercices de pensée, donc dans le cadre du dialogue de soi avec soi-même. Et éventuellement en intersubjectivité, eux, ils le faisaient en école de pensée. Hein, vous connaissez tous les péripapéticiens, le portique, donc des stoïciens, l'épicurisme, l'école du jardin d'Épicure. Tout ça, c'est des écoles de pensée. Ils avaient leur propre approche et ils s'exerçaient à vivre leur vie d'être humain. Et par exemple, avec les grandes questions existentielles, qu'est-ce qui va se passer quand on va mourir? Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on sera en paix? Et l'ataraxie, c'est justement ça, c'est d'être en paix avec cette idée-là. Pour vivre la vie bonne, comme il disait. Et donc, il y a aussi l'angle artistique. Hein, donc, on est dans un monde désenchanté, disait Max Weber. Comment est-ce qu'on peut réenchanter son monde intérieur pour éventuellement rayonner et réenchanter le monde? Et ben, l'art nous permet de faire ça. Soit le théâtre, qui est très cathartique, presque plus que la musique, mais la musique, vous le savez tous, ça nous émeut. Hein, donc, ça provoque des choses qui peuvent nous mettre en mouvement.
et nous permettent de sublimer l'angoisse de la finitude. Et c'est justement ce que fait le Requiem, qui, comme je le disais tout à l'heure, est un rite funèbre pour les survivants ou les vivants. Et donc c'est aussi une réponse artistique et rituelique aux angoisses de finitude, mais il y a des résistances, car nous avons des croyances qui font que... Je vais un peu vite. Qui font que... on peut justement mettre à distance ces problématiques-là, notamment la thématique de la mort. J'y viens tout de suite après ce petit extrait. Alors, donc je disais, il y a des résistances de croyances, puisque il y a différents types de croyances de fin du monde. Donc la collapsologie en a une, on va le voir, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et il y en a des vieilles qui sont bien connues, justement, notamment au travers de la thématique de l'Apocalypse. Ça c'est pas hors sol, et ça fait partie de notre culture, et on va voir qu'il y a des choses qui coexistent, et qu'on a des allégeances plus ou moins fortes avec l'une ou l'autre des croyances en fin du monde. Ce qu'on appelle des CFM, c'est très bien étudié dans les sciences humaines et sociales, notamment par une personne qui s'appelle Milena Jugel, qui a fait une thèse sur les systèmes de croyances et les menaces existentielles, et sur les fins du monde. Donc c'est tiré de son travail, qui est absolument passionnant, et donc elle détermine 3 types de croyances de fin du monde. D'abord les croyances de fin du monde des CFM scientifiques, qui reposent sur des données objectives. Bon, voilà, par exemple, on voit dans 5 milliards d'années, le Soleil s'éteindra et engloutira une bonne partie du système solaire. Bon, 5 milliards d'années, ça va, ça nous laisse le temps un petit peu de s'organiser avant le collapse. Il y en a d'autres qui sont un peu plus flippantes, notamment les CFM écologiques, justement, qui analysent les conséquences des activités humaines avec un arrière-goût d'absurdité. C'est-à-dire qu'on voit bien que les activités humaines et les externalités négatives dégradent les écosystèmes. Il n'y aura pas de main invisible pour sauver l'humanité si on continue comme ça, ni de justice immanente, comme le prônent certaines religions. Et ceux qui ont le moins pollué seront les premières victimes des dérèglements climatiques, notamment. Ça, c'est quand même le truc le plus injuste possible. Quand en 2100, si on continue avec notre façon de consommer, toute la ceinture, je le disais tout à l'heure, de l'équatoriale sera à 70 degrés. Donc c'est 4 milliards de personnes concernées. C'est évidemment pas ceux qui polluent le plus, comme par hasard. Les Africains, les Indiens, tout ça. Troisième type de CFM, les croyances de fin du monde religieuses, qui sont assez connues dans notre tradition occidentale, puisqu'elles ont même été représentées beaucoup artistiquement, notamment en peinture, mais aussi au travers des requiems, puisque le requiem s'appuie justement sur la tradition apocalyptique, qui est une vieille tradition qui est issue du bassin méditerranéen, moyen-oriental. Ça commence chez les Perses, en fait, puis en Mésopotamie, etc., puis c'est rentré dans la Bible, chez les Juifs, puis après chez les catholiques. Donc c'est une vieille tradition qui est venue s'étayer au fil des siècles et qui est arrivée jusqu'au texte du requiem. Donc en gros, comment ça marche, ces croyances de fin du monde religieuse? Elles s'appuient sur un récit eschatologique, donc de fin du monde, fin des temps, ça veut dire eschatologie, structuré en 3 séquences, ritualisées en général. Donc au début, il y a un désordre, un chaos, des dégradations.
c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu à la collapsologie. Il y a un combat entre le bien et le mal qui s'achève par la victoire du bien, c'est toujours les gentils qui gagnent, comme toujours. Et puis à la fin, il y a un jugement final, c'est-à-dire que ceux qui ont suivi les préceptes que la religion qui met en scène ce truc-là vont être jugés comme étant les gentils, donc ils auront leur salut et ils auront la vie nouvelle en ayant respecté ces préceptes. Voilà. Voilà comment ça fonctionne, les croyances de fin du monde. Et finalement, comme on est tous issus de logiciels de croyances différents, on va adhérer à l'une ou l'autre, ou à plusieurs même d'ailleurs. On peut adhérer à la fois à la scientifique et à l'écologique, ou à la scientifique et à la religieuse, etc., etc. Donc on va être plus ou moins, entre guillemets, influencé par ces logiciels de croyances qui vont déterminer notre réceptivité ou pas à la narration collapsologique. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on n'a pas vraiment de rituel pour faire le deuil écologique. Je vais y revenir sur ça. Mais c'est très embêtant parce que les rituels ont cette fonction d'aider à passer les traumatismes de l'existence. Par exemple, je vais vous en donner un très simple. Quand on vous a dit d'arrêter de sucer votre pouce, on vous a donné un bonbon pour vous dire « Ah ben c'est gentil ». Voilà. Ça, c'est un rituel qui permet de passer ce traumatisme qu'on a tous vécu, soit d'arrêter de sucer son pouce ou de faire pipi dans sa culotte et d'aller sur le pot. Voilà, enfin, c'est le psychologue qui parle. Vous l'avez tous vécu, ça a été plus ou moins bien accompagné par un rituel qui permettait, avec un doudou, un bonbon, etc., de passer le traumatisme universel qu'on a tous vécu. Voilà. Et la mort est un traumatisme universel qu'on va tous vivre. Je ne sais pas si vous le savez, comme le disait Keynes, la seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on va tous mourir, individuellement. Il le disait comme ça, lui. Et donc les sociétés ritualisent le deuil. Toutes les sociétés ont ritualisé le deuil depuis la nuit des temps, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour les anthropologues, c'est ce qui nous sépare, nous distingue des grands simiens quand on commence à enterrer nos morts. Et donc ces rituels aident les vivants, en tout cas les rituels de deuil, à accepter la perte de l'être cher et donc permettent le retour à l'apaisement. Donc par l'acceptation donc, de la perte de l'être cher. Et Boris Cyrulnik, que vous connaissez sans doute tous pour ses travaux sur la résilience, il dit que tout deuil nécessite un rituel social, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de rituel social, on est perdu. On est perdu dans les effrois qui ont suscité le traumatisme. Et donc les deuils, grâce à la société, ils vont codifier un certain nombre d'attitudes, de comportements, et la société va reconnaître la douleur de l'individu qui est affecté en mettant des mots sur les mots, quelle que soit finalement la problématique. Et donc le rituel aide à canaliser la souffrance des individus, notamment en mobilisant le collectif autour de l'individu et en lui apportant son soutien, et ce qui lui permet donc d'accroître sa résilience et donc de dépasser le traumatisme. Mais le problème, c'est que le deuil écologique, aujourd'hui, il est pour l'instant impossible parce qu'il n'est pas encore légitime, autorisé, ritualisé. Il n'est pas légitime parce qu'il est refoulé. La collapsologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un retour du refoulé en disant on va tous mourir. Ah non, c'est le plus grand tabou. Il ne faut pas parler de la mort, c'est pas bien dans notre société. Et donc, en plus, la collapsologie, il remet en fait le fonctionnement de notre société dominante, la société, la civilisation d'atterrement industriel. Et donc, en plus, elle parle de sa fin possible. Donc, c'est quand même super flippant. Donc, c'est pas légitime de parler de ça. Et donc, de fait, il n'est pas autorisé ce deuil-là, puisqu'on ne peut pas en parler. Il est proscrit. C'est un peu comme quand vous avez votre maîtresse ou votre amant qui vient de mourir. Vous n'allez pas vous asseoir à côté de la mariée ou du marié, quoi. D'accord ? Donc vous restez éventuellement au fond, vous pleurez toutes les larmes de votre corps parce que vous l'aimiez sans doute probablement plus que le conjoint ou la conjointe, mais vous n'avez pas le droit de siéger. La société ne va pas reconnaître votre place. En fait, la société ne reconnaît pas encore officiellement la place de l'amant, voilà, ou de la maîtresse. Donc voilà, c'est pas ritualisé ça. C'est exactement pareil pour le deuil écologique. Et donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de rituel encore pour les disparitions des espèces. Et c'est pour ça que tous ceux qui pleurent, ma patiente, quand le rhinocéros blanc est mort, elle pleurait en séance en disant mais c'est horrible, il n'y aura plus jamais de rhinocéros blanc. Elle est morte pendant que je l'avais en séance. J'étais désolé pour elle et je ne pouvais pas lui dire on va faire une cérémonie. C'est ce que font les chamans d'ailleurs, ils font des tas de cérémonies comme ça pour aider les vivants, les esprits des vivants à passer dans le monde des morts. Voilà, donc là, on a vraiment un problème avec ce deuil écologique qui n'est pas ritualisé. C'est pour ça que le Requiem apporte une réponse intéressante,
moi que je vois évidemment et que j'essaie de vous transmettre. Et on va justement écouter un peu un extrait du Requiem en lisant la partie la plus centrale du Requiem, qui est ce qu'on appelle le Dies Irae, qui est la stance des morts, ce qui spécifie une messe des morts, particulièrement par rapport à une messe de mariage, ou une messe de baptême, ou une messe de n'importe quoi. C'est ça, en fait. Et ça, c'est la littérature apocalyptique qui date de plus de 2000 ans, d'avant même les cathos et les chrétiens. Et on écoute ça en musique. Voilà, donc je vous ai mis le texte en latin et le texte en français, et je vais vous proposer une interprétation phénoménologique à l'aune de tout ce que je vous ai dit sur les aspects des enjeux environnementaux. Alors, avant, petite analyse musicologique quand même sur le texte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une référence à une trompette. La trompette qui réveillera les morts et les fera sortir de leur tombeau. Donc, évidemment, c'était une mise en scène qui essayait de provoquer une stupeur dans le cadre des croyances à l'époque où on pensait qu'il y avait une vie après la mort. Donc elle sonne le terrifiant rappel que on va tous mourir un jour. Hein, l'idée du Requiem, c'est messe des morts, le mort il est mort, hein, il n'entend rien, vous avez remarqué. C'est vraiment une messe pour les vivants, la messe des morts. C'est de leur dire attention, un jour tu vas mourir, est-ce que tu es prêt par rapport à cette idée-là? Le message, il est direct, puissant et brutal. Il cherche à faire réagir l'auditeur en lui provoquant la fameuse métanoïa dont je vous ai parlé. Et l'objectif, c'est de dépasser le déni de la mort, parce que c'est pas seulement à notre époque qu'on était dans le déni de la mort, quand bien même à l'époque, les gens mouraient beaucoup plus, et ils étaient, surtout dans les pestes, partout dans les cadavres étaient partout dans les rues. Mais c'était terrible, parce que ça provoquait donc les angoisses eschatologiques. Quand vous avez 2/3 d'un village qui disparaît, il n'y a plus personne pour après aller dans les champs, quoi, hein, ou presque plus personne. Donc c'était quand même des catastrophes éminemment récurrentes et assez flippantes. L'idée, c'est de créer les conditions du retour de cette peur ancestrale de la peur de mourir en provoquant les métanoïas. C'est exactement ce à quoi sert un requiem, et notamment sur ce côté terrifiant que j'ai essayé de reproduire avec mon compositeur. L'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de la métanoïa, hein, c'est d'aller non seulement dans cette prise de conscience que la mort est là, pour s'y préparer, mais d'être en paix avec la mort. Requiem, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ça veut dire repos, apaisement. Donc le message principal d'un requiem, c'est bien ça, c'est l'apaisement par rapport à la mort à venir. Et derrière cette idée, on va le voir avec l'analyse phénoménologique que je vais faire, c'est que par rapport aux enjeux de l'environnement, on ne soit pas terrorisé par ce qui se passe et tout ce que je vous ai dit, mais qu'on s'y prépare et qu'on soit en paix avec ça, comme je l'ai vu avec les collapsosophes. L'idée, c'est ça, c'est de vous transmettre ce que les collapsosophes m'ont fait comprendre, qu'il ne fallait pas être terrorisé par cette idée-là, et qu'on soit en paix, mais qu'on s'y prépare, qu'on soit dans l'action, pas dans une espèce de paix, on va dire, dans l'inaction. Voilà. Si on veut que l'humanité ait un avenir, hein, comme je dis, que notre futur est un avenir. Voilà, donc je vais vous faire une petite analyse interprétative de ce texte-là, à l'aune des enjeux écologiques. Donc ici, jour de colère que ce jour-là, la colère, là, c'est une passion triste, c'est-à-dire que
elle pourrait découler donc du constat, par exemple, comme l'a fait ma patiente, que les habitats sont en train de disparaître, la banquise est en train de disparaître, la forêt amazonienne se réduit, et ça agresse grandement ceux qui sont concernés par les aspects environnementaux, et ils se mettent en colère très souvent. Et même, ils vivent quelque chose d'assez terrible, c'est qu'ils vivent un isolement. En se mettant en colère, en étant très passionnés dans leur débat, ils se mettent leur famille à dos parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, en fait, très souvent. Hein, c'est ce qui se passe, et même ils quittent leur conjoint parce que le conjoint ne comprend pas ce qui se passe. Et il en a marre de voir son conjoint en train de se mettre en colère pour l'Amazonie. Et l'autre lui dit, mais l'Amazonie, on s'en fout, c'est à 6000 km qui s'en a à faire. Bon, voilà. Donc, soit solastalgie, soit éco-anxiété, c'est-à-dire crainte pour le futur. Et ça met vraiment en colère parce que on se dit, un jour, le monde va être réduit en cendres. Hein, selon les oracles de David et la Sibylle. On va l'appeler Pablo Servigne et Raphaël Stevens, peu importe. Mais ils le prédisent. Ils le prédisent comment? Non pas sur des croyances de fin du monde, mais sur des faits scientifiques. Donc là, on sera encore plus en colère parce que c'est plus des idéologies, c'est plus des croyances, c'est des faits scientifiques. Quelle terreur nous saisira lorsque le juge viendra pour tout examiner avec rigueur? Donc là, on revient avec la notion de ah bah oui, on le savait et on nous l'avait bien dit. J'aurais dû changer mes comportements, donc j'ai rien fait. Il y a une possibilité de culpabilité, en fait, de ne pas en avoir fait pour sa planète, et de colère, de surcolère contre ceux qui n'ont rien fait alors qu'on leur avait dit, quoi. La trompette répandant la terreur parmi les sépultures rassemblera tous les hommes devant le trône. Face au désordre écologique, il n'y aura pas de gagnant ou de perdant. C'est-à-dire que si l'air devient respirable, qu'il n'y a plus d'abeilles pour venir polliniser les fruits et les légumes, ça va tous nous concerner. Alors les riches s'en sortiront un petit peu mieux comme d'habitude que les autres, mais on est tous concernés par un air pur, par une eau pure, par une alimentation à peu près potable, quoi. C'est notre condition humaine. Et si on est trop hors sol, on va complètement se déconnecter et il est nécessaire de revenir sur ce lien inhérent à notre nature intrinsèque. La mort et la nature seront dans l'effroi lorsque la créature ressuscitera pour rendre compte au juge. Donc si emballement il y a, c'est-à-dire ce qu'on appelle le big collapse, c'est-à-dire le collapse des collapses, parce qu'il y a des scientifiques qui prévoient un effet d'emballement avec, Arthur Keller a dû en parler, l'effet Sénèque, la falaise où tout s'effondre d'un coup. Il n'y aura plus de paradis sur Terre, hein, des endroits où on peut se réfugier, un peu comme les oasis dans le désert. Hein, il y en aura peut-être encore, on ne sait pas, mais je veux dire, il n'y en aura pas pour tout le monde, ça c'est sûr. On peut traverser le désert aujourd'hui en allant d'une oasis à l'autre. Mais s'il n'y a plus d'oasis, ce sera un désert complet, hein, et surtout qui sera au niveau de 70 degrés si les prédictions s'avèrent justes. Donc on est éminemment inféodé aux lois de la nature. On est dans la nature comme la nature est en nous. Mais on va le voir, avec le siècle des Lumières, on a cherché à sortir de la nature. Et ça, c'est une croyance maintenant qui ne marche plus. Il faut vite la remettre en cause. Et Jules Verne disait un truc, moi, qui me choque profondément, hein, qui me touche plutôt. On peut transgresser les lois humaines, mais jamais les lois de la nature. C'est-à-dire, s'il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air. On ne peut plus respirer, clairement. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors oui, on peut transgresser les lois humaines, dire, on ne va plus être dans une démocratie, mais dans une tyrannie verte. Ok, d'accord, pourquoi pas, ça c'est une loi humaine. Mais s'il n'y a plus de patates dans le champ de patates, ça va vraiment être la fin des haricots, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce que nous enseigne le Requiem, plus particulièrement sur l'angoisse de finitude? C'est là où je voulais en venir avec la mort symbolique. Et Goethe disait « Meurs et deviens ». C'est une phrase assez simple qui a l'air comme ça anodine, mais qui nous permet de comprendre que nous avons besoin de mourir symboliquement pour renaître à nous-mêmes. Et en fait, on passe notre temps à ça. Et les plantes nous l'enseignent. Hein. Les jeunes pousses poussent sur l'humus des anciennes... Des générations d'avant, qui est devenu de la pourriture et qui devient leur nutriment. Et ben nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Si on veut s'épanouir et avoir une vie bonne, on doit apprendre à mourir symboliquement des expériences passées, en tirer un bénéfice, un enseignement, et grandir avec un élargissement de notre champ de conscience, et un champ de conscience élargi. Et je voulais prendre justement l'exemple de la naissance. Dès la naissance, en fait, on meurt symboliquement. On était dans un état d'être précédent qui change juste après la naissance dans un nouvel état d'être. Donc, l'état d'être précédent, vous vous en souvenez peut-être pas, mais vous étiez dans une matrice avec un liquide maïeutique qui vous isolait, calfeutrait de l'environnement extérieur. Vous aviez des sons très doux, il n'y avait pas besoin de respirer, même pas besoin de bouffer, c'était cool. Enfin voilà, tout était open bar, quoi. Hein. Puis tout d'un coup, boum, traumatisme. Premier traumatisme de l'existence.
vous êtes expulsé de la matrice et on va couper le cordon et vous avez un truc dingue qui vous arrive, c'est vos poumons sont brûlés et vous criez. Voilà, premier traumatisme. Donc là, vous mourrez d'un état A, vous étiez dans la matrice, à un deuxième état B. Mais ça s'est bien passé pour tout le monde, parce que vous êtes tous là pour en témoigner. C'est que ça ne vous a pas empêché de passer à d'autres états, l'adolescence, l'âge adulte, etc., etc. Et à chaque fois, on s'enrichit de l'état d'avant pour devenir celui qu'on va être. Hein. Et donc là, il y a une autre phrase que j'aurais pu citer qui est « deviens qui tu es » de Nietzsche. C'est que c'est grâce à la mort symbolique qu'on arrive à un état supplémentaire. Si on reste ancré dans l'état d'avant, c'est là où on devient un zombie, parce qu'on n'est pas complètement né, si je reviens sur l'histoire du traumatisme à la naissance, parce que certains font des anoxies, malheureusement. Ils ont 20 secondes, 25 secondes pour arriver à être alimentés en oxygène, mais s'ils ne le font pas, ils crèvent pour de bon. Mais certains le vivent comme un traumatisme. Donc ce traumatisme qu'on a tous vécu, il est plus ou moins traumatique selon les individus et les autres, d'un individu à l'autre, hein, s'il y a eu un accident postnatal, par exemple. Ben là, ces personnes-là vont avoir un traumatisme supplémentaire par rapport au traumatisme universel. Et si elles ne meurent pas elles-mêmes par rapport à ce traumatisme-là, elles le traîneront toute leur vie. C'est pour ça qu'il y a des rebirths, des thérapies spéciales pour ça, pour revivre sa naissance et se débarrasser de ce genre de problème. Voilà, et donc le nouveau-né, en naissant, il découvre un nouvel état d'être qui n'empêche pas de s'enrichir de l'ancien état d'être qu'il avait vécu avant et de vivre sa première petite mort, en fait, et de revivre à un nouvel état d'être, et donc de renaître à quelque chose d'autre, un autre état après sa première mort symbolique. Et donc, c'est ce que disaient ni plus ni moins les philosophes grecs, donc déjà il y a 2500 ans, c'est-à-dire de nous entraîner à mourir régulièrement, notamment avec ce fameux précepte des stoïciens, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. C'est pas un truc morbide où on se fait peur, ou rien. Non, c'est on se dit, quel va être mon état d'être quand je serai dans cette situation-là? Est-ce que je peux me préparer? Est-ce que je peux me préparer émotionnellement, etc., etc. Et c'est ce qu'on fait en thérapie existentielle. On prépare les individus, notamment, quand ils ont un passage, par exemple, passer de la vie active à la retraite, c'est une mort symbolique. Est-ce que je m'y suis préparé? Comment je le vis? Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je suis prêt à ne plus avoir un boss qui va me donner des injonctions pour bosser, travailler? Et comment je vais me retrouver face à cette liberté immense que je vais avoir, que je n'ai pas eu pendant 42 ans? Voilà, et donc c'est vraiment le message d'Eric Williams, c'est de, comme la collapsologie, nous inviter à passer d'un état d'être de zombie consumériste, pour le coup c'est plutôt la collapsologie qui le dit, à celui d'humain luttant contre la destruction de la Terre, sa maison mère. Donc il est urgent de se débarrasser de l'ancien état précédent, notamment celui du consumérisme, hein, et de s'approprier donc les nouvelles croyances que je provoque la collapsologie et tous ceux qui parlent de l'environnement, pour vraiment arrêter de détruire la Terre. On va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, d'ailleurs. Et je fais avec une question provocante. Une sacralité écologique est-elle possible au XXIe siècle? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible d'arriver à se mettre tous d'accord, au-delà des partis pris politiques, idéologiques, religieux, qui transcenderaient toutes ces croyances-là pour arriver à quelque chose qui nous unifierait tous, nous unirait vers un monde écologique bénéfique et non pas catastrophique ou apocalyptique? Alors, Dieu est mort, selon Nietzsche, hein, donc ça on le sait, depuis un siècle, et on sait depuis quand, donc depuis encore plus longtemps, que croire que Dieu existe ou qu'il n'existe pas est infalsifiable, donc c'est même pas la question, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ça. Mais grâce à ça, on est sorti, donc c'est le siècle des Lumières qui a posé ces préceptes-là, qui nous ont permis de sortir de la superstition, en nous rendant comme maîtres et possesseurs de la nature. On avait besoin de ça pour arrêter de croire qu'on était les jouets de la nature. Bon, malheureusement, on a été un petit peu trop loin, on va voir comment. Et alors ça nous a permis le progrès, hein. Aujourd'hui on est quand même content d'avoir tous les hôpitaux qui nous soignent quand on a le coronavirus, quand il y a de la place dans les lits. Mais voilà, il y a eu un corollaire négatif, c'est que l'homme, il a eu l'impression de ne plus être dans la nature, mais face à elle, même carrément de se croire au-dessus d'elle. Hein. Et comme l'a dit Heidegger, Ellul, Charbonneau, tous ces gens-là, on a arraisonné la Terre, c'est-à-dire qu'on en a fait un objet. On n'est plus dans une logique d'être dans la nature et avec la nature. Et on l'a raisonné comme une ressource. En fait, on est tous devenus des ressources, en fait. Ressources du capitalisme, ressources, tout ce que vous voudrez, du consumérisme. Et en fait, on est aliéné. En fait, ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Hartmut Ross qui dit ça de façon sublissime. On n'est plus en résonance avec la nature, avec les rythmes de la nature. Et c'est ce qui fait qu'on est devenu hors sol.
Et en fait, avec le siècle des Lumières, on a profané, c'est-à-dire désacralisé notre maison Terre, puisqu'on n'est même plus capable de se rendre compte qu'on est en train de l'abîmer et qu'on se tire une balle dans le pied en faisant ça, pour des raisons complètement hors sol, hein, c'est-à-dire gagner plus de pognon, des choses comme ça. Et on le fait non seulement au détriment de nous-mêmes, mais des habitants non humains, hein, c'est-à-dire que pour un bénéfice quasiment exclusif des humains, et pas tous les humains d'ailleurs. Donc c'est en ce sens-là qu'on se tire une balle dans le pied et qu'on menace l'avenir de l'humanité pour un confort immédiat. Hein, et on est tous coupables hein, là-dessus, on est tous en tout cas en partie complices du système, puisqu'on va contribuer à ce que le système se reproduise sur lui-même. Alors l'idée c'est de se dire, c'est la question que je pose, faut-il resacraliser la nature en entendant le sacré comme étant ce qu'il y a de plus précieux pour l'ensemble des êtres vivants que nous sommes, et humains et non humains. C'est-à-dire, et l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de nos croyances idéologiques, politiques, religieuses, pour quelque chose qui vaut plus que tout ça, c'est-à-dire la vie. Et assez étonnamment, ce que nous dit le Requiem, c'est pas la messe des morts, c'est la messe des morts pour les vivants, donc pour qu'ils continuent de vivre en paix. Et c'est un peu le message que j'aurais envie de laisser, et de vous poser comme question, hein, c'est pas finalement la vie qui a le plus d'importance dans tout ça. Et souvenez-vous de la phrase de Jules Verne, hein, on peut transgresser les lois humaines, donc nos idéologies, nos systèmes politiques, tout ce que vous voudrez, mais jamais les lois de la nature, parce que sinon, on va tous crever. Voilà. C'est le message du Requiem et de la collapsologie tel que je l'ai compris. Et donc, mettre en scène l'Apocalypse permet de prendre ou de reprendre conscience de cette sacralité, en se disant, j'anticipe un truc très, très dur, très punk, la fin du monde, qui est une des probabilités que les scientifiques envisagent, en tout cas la fin de l'humanité, hein, parce que la nature s'en sortira sans nous. Hein. Troisième extinction massive, 95% du vivant meurt sur Terre et 75% dans les mers. Et c'est reparti de plus belle, hein, 100 ou 200 ou 300 millions d'années plus tard. Là, on envisage la sixième extinction massive, on fait partie du vivant. Donc si on ne bouge pas, on va en faire partie, on va être les prochains dinosaures. Les dinosaures sont parvenus, c'est d'autres choses qui sont revenues. Mais nous, ça risque de nous arriver si on continue à faire les imbéciles. Et donc mettre en scène l'Apocalypse, ça permet donc de provoquer cette métanoïa, ce choc qui permettra, libérateur, si je dis aliénant, qui permettra de montrer que la vie doit rester plus forte que la mort pour que notre futur ait un avenir. Et une dernière petite chanson. Et après, on peut passer au débat. J'espère que je n'ai pas trop dépassé.
Merci beaucoup. Vous avez parlé d'une étude sur le militantisme et vous nous avez proposé de revenir dessus pendant la question-réponse. Et puis d'autre part, est-ce que vous avez réussi à soigner la patiente? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, je vais commencer à répondre par ça, parce que c'est une belle histoire. En fait, elle a décidé de quitter le fonctionnariat, puisqu'elle était fonctionnaire, de devenir à la fois enseignante à Camando, puisqu'elle avait fait l'école des Chartes, et elle était donc en capacité d'enseigner à des apprentis artistes. Et surtout, elle a créé un jardin partagé. Elle habite à Livry-Gargan, donc c'est dans la banlieue parisienne. Et elle a décidé elle a réussi à devenir de plus en plus autonome, elle a 70% d'autonomie alimentaire par exemple, et elle a décidé de promouvoir son savoir-faire dans les prisons. Et donc elle met en place des jardins partagés dans les cours de prison, pour pouvoir montrer qu'une autre fin du monde est possible même dans une prison. Et pour répondre à votre première question, donc ça c'est une étude qu'on a publiée sur notre site, l'Observatoire des véhicules, ça s'appelle obveco.com, vous pourrez aller la voir. C'est une étudiante en master de psychologie, j'étais à la soutenance de son jury de master, qui a fait une étude sur 700 militants, très intéressante, et je vous incite vraiment à aller la lire, parce que je vais répondre rapidement. La conclusion est la suivante, donc elle a comparé des militants qui étaient avec une catégorie en psychologie qui s'appelle les passions harmonieuses ou les passions obsessives. En gros, on a tous des passions, hein, des hobbies, ou pourquoi pas son métier, mais il peut soit contribuer à votre bien-être, donc à ce moment-là ça s'appelle une passion harmonieuse, ou soit une passion destructrice, ça vous emmène vers les psychopathologies. On a deux marqueurs, l'anxiété et la dépression. Et donc elle a fait cette étude auprès de 700 militants, donc de plein de gens d'Extinction Rebellion, etc. Et elle s'est rendue compte que ceux qui souffraient le plus, ceux qui n'étaient pas dans la passion harmonieuse et qui étaient dans une passion obsessive, c'était ceux qui étaient dans la désobéissance civile. Alors comment elle explique ça ? Ceux qui sont dans la désobéissance civile, en fait, sont dans une logique d'entre-soi, en fait. Et plus ils sont dans une logique de contrer la société, plus ils sont isolés, en fait, forcément. Et c'est le principe d'ailleurs des minorités actives, ce que d'ailleurs l'école de Moscovici a bien décortiqué comme phénomène. Les minorités actives, en fait, leur rôle, c'est de faire passer des messages nouveaux et des nouvelles croyances dans la majorité. Mais le problème de ces minorités actives-là, qui sont dans la désobéissance civile, c'est qu'elles se coupent carrément de la société, elles ne sont plus écoutées, elles sont même contrées par la société civile, forcément. On l'a vu avec les ZAD, tout ce machin. Et donc, c'est des gens qui deviennent dépressifs parce qu'ils sont isolés dans l'isolement, et l'isolement, c'est toujours un marqueur de la dépression, il faut faire très attention. Et ils sont même dans de la colère négative qui s'entretient elle-même, puisqu'ils sont déjà contre la société, et en plus, ils trouvent que leur action n'est pas assez militante, et donc ils s'enferment de plus en plus dans un cercle vicieux qui consiste à faire des actions de plus en plus en marge de la société, et qui le mettent de plus en plus en marge. Donc il y a une espèce d'effet négatif qui font qu'ils sont dans la dépression, en fait. Et c'est ceux qui ont les marqueurs les plus forts en dépression. Voilà. Donc c'est du point de vue de la psychologie, hein, bien sûr. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut faire attention. D'autres questions ? Peut-être une question. Ça revient un peu à ça, mais moi je me reconnais pas mal dans cette espèce de processus un peu du coup, qui met des mots. C'est intéressant de voir ça. J'ai l'impression de mettre des mots sur, comme j'ai parlé de mon spectacle avant, en plus c'est rigolo sur mon spectacle sans que je l'avais nommé comme ça, et du coup sur ce que j'ai vécu moi, effectivement.
effectivement sur ces effrois et j'ai noté je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, métanoïa, mais enfin, de passer de l'angoisse de finitude qui était passée par le désir de s'accomplir dans l'action. Moi, j'ai vraiment vécu ça, quoi. Mais par contre, j'ai l'impression que enfin, donc je me demande en tant que thérapeute là-dessus, ou venir rencontrer des gens, etc. On a l'impression de trouver une paix avec ça, de trouver un endroit, et en fait, non. Parce qu'en fait, on est tellement encore en train de vivre ce moment-là, et donc ça rejoint un peu avec ce truc de militantisme et de désobéissance civile, où on se dit, en fait, c'est pas assez, et du coup, on reprend. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir un peu. Et pour autant, moi, je suis un peu au stade où j'ai l'impression que la désobéissance civile est le seul truc qui a presque assez d'impact. Même si j'entends la transformation par l'intérieur en étant comme le personnage, la personne, parce que c'est pas une fiction, qui est dans l'agroalimentaire, c'est hyper intéressant, mais du coup, je me dis, tiens, c'est. C'est pas un personnage de fiction, il est vrai. Ouais, oui, c'est ce que je dis. Non, voilà, donc. Ouais, je sais pas, c'est pour ça que vraiment une question, c'est un... Alors ça rejoint effectivement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est il faut surtout pas se dire que la désobéissance civile, c'est mauvais. C'est l'excès de désobéissance, comme souvent, hein, c'est l'excès des choses qui est mauvaise, c'est la façon dont on s'en sert qui devient mauvaise. Et c'est ce qu'a découvert cette jeune psychologue, c'est que c'est quand ça devient une passion obsessive, c'est-à-dire que ça remplit toute votre vie, ça devient quelque chose dont vous dépendez. Vous voyez, vous le subissez, donc vous ne le choisissez plus pour votre équilibre personnel. Et c'est parfois, c'est sur la corde raide, quoi. C'est-à-dire que certains vivent la désobéissance. Heureusement, ils sont pas tous, c'est pas tous les gens qui sont dans la désobéissance civile qui sont dans une passion obsessive. C'est quand ça devient complètement central dans les vies que ça les isole. Et ils ne pensent plus que par ça, si vous voulez. Hein, ça peut être central dans une vie, mais il ne faut pas que ça vous empêche de vous épanouir, justement. Et c'est ce que montre cette étude, c'est que quand on est trop dans l'excès, ça vous emmène vers la dépression, au lieu de vous apaiser. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Juste, pour préciser juste par rapport à ce sentiment d'être en place, dire ok, moi je fais comme ça, la patiente qui fait ce qu'elle a à faire, elle trouve un moyen d'action qui fait qu'elle s'apaise par rapport à ce truc-là. On peut tous avoir nos chemins, nos actions pour s'apaiser, mais la bêtise humaine est tellement énorme et l'impasse est tellement énorme, enfin, on constate tous les jours, quoi, que ce soit en regardant le débat de Trump ou autre chose, que c'est dur de ne pas être ramené à un état de ok, mais en fait je suis pas apaisée parce que vu la montagne de ce qui reste à faire. Ce qui compte, c'est de se donner une action sur laquelle on a la possibilité de l'action, en fait. Et il ne faut pas vouloir sauver le monde, en fait. Il faut vouloir sauver éventuellement le territoire de résilience sur lequel vous allez habiter, parce qu'on peut créer des oasis de résilience. On va s'en sortir comme ça, en fait, par des effets de tache d'huile. Ceux qui auront préparé ces oasis de résilience pourront s'en sortir, puis qui auront donc réalisé la transition écologique sur ces oasis de résilience. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. En tout cas, c'est les meilleurs, de ce que j'ai vu et compris des recherches scientifiques, c'est les meilleures solutions à envisager pour amortir le choc de la collapsologie. Et on ne pourra pas résoudre tous les problèmes du monde, parce qu'il n'y en aura pas le temps. Parce qu'effectivement, il y a une tendance à vouloir changer les choses tout de suite. Or, le changement, ça prend très souvent du temps, et c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. Le fait que ça prenne du temps, et en fait, moi, on veut le voir de son vivant. Exactement. Moi, j'ai été converti par ces gens-là, parce que j'étais comme vous, en me disant, au secours, les abeilles vont crever, il faut vite réagir au niveau de, je sais pas, de l'ONU. Enfin, bon, puis quand on voit ce qui se passe, c'est tellement lent, c'est pas comme ça que ça a marché. Et en fait, j'ai été énormément réconforté par les témoignages de ces collapsosophes, qui eux avaient déjà 10 ans d'avance sur moi, et qui m'ont dit, non mais t'inquiète pas, tu vas vivre ces moments-là, c'est terrible, tu vas être dans les affres, tout ça, les effrois, dont vous avez parlé. Mais si tu as une action qui est... Moi, je me souviens d'un gars qui a créé les épis. C'est les épiceries participatives intégratives. C'est monépi.fr, je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment fabuleux. Ce type a inventé un truc, puis il était informaticien. Il a inventé un truc très simple. C'est son discours officiel, c'est de dire on va remettre des épiceries dans les villages qui sont vus complètement désertés de tout commerce de proximité, puisqu'il y a un supermarché à 30 km. Et donc, lui, son truc, c'est de réintégrer une épicerie, mais en fait, ça, c'est le discours en apparence, mais derrière, en fait, son truc, c'est de préparer le collapse, en se disant, quand on n'aura plus que des vélos et qu'on n'aura plus que 15 km d'autonomie, il faut qu'on soit en capacité d'avoir la bouffe qui permettra de nourrir le village, les 50 ou 100 familles du village.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prépare dès maintenant un potager qui permettra de remplir les légumes, qu'on identifie tous les commerçants de proximité qui pourront nous approvisionner à 10-15 km, qu'on puisse aller chercher en vélo, hein, parce qu'il n'y aura plus de voiture, etc. Et donc d'avoir une épicerie qui permette d'avoir l'alimentation de base. Il a déjà converti 83 000 personnes, ce type, en 3 ans. Et il y a déjà une centaine de villages qui fonctionnent comme ça. À lui tout seul. Voilà, il y a plein d'expériences comme ça. Il y a aussi dans le Pays Basque aussi, ils ont fait des choses comme ça, assez similaires, même carrément une monnaie. Ils ont associé les producteurs avec les institutions, ils ont été encore plus loin que lui. Enfin voilà, il y a plein d'exemples hyper intéressants. Et ça apaise de rencontrer des gens comme ça. Parce qu'on se dit c'est possible. Ils l'ont fait, ils ont déjà 10 ans d'avance, mais on peut capitaliser sur leur expérience et on peut y arriver. Et il n'y a pas besoin de sauver le monde. Il suffit de le faire au niveau du village local dans lequel on sera. Si on veut vivre dans un village, hein, parce qu'il y en a qui voudront continuer à vivre en ville. Donc il faut aller voir ceux qui ont des expériences, comme celui que je citais dans l'agroalimentaire, qui lui dit il faut que le day by day soit dans la ville. Et donc je m'arrange pour que la chaîne logistique puisse prendre en compte l'alimentation des gens qui seront clients du day by day. Voilà. Et je vends gratuitement mon concept à tous les Auchan, les machins, les trucs, pour qu'ils aient eux-mêmes un corner de vente en vrac, en fait, sans déchets, sans emballage. Merci. Et juste pour compléter aussi ce regard-là sur les piles, il y a, donc nous, mardi, là, on fait une projection d'un documentaire Graines de lutte, Summer d'utopie, où justement on voit des agriculteurs de la région qui se construisent justement pour être en autonomie le plus possible, en luttant contre les grosses infrastructures. Et il y aura une présentation aussi des greniers d'abondance qui travaillent sur ces réflexions à l'échelle des territoires et qui va parler justement des qu'est-ce qui se fait en fait, qu'il y a des modèles. Ils ont tout un guide qui permet à n'importe quel agriculteur d'essayer de s'approprier tous les outils dits de résilience à leur échelle. Donc voilà. Le grenier d'abondance, c'est un très très bon exemple. Je vous incite vraiment à aller le voir si vous avez la possibilité de le faire. L'idée, c'est vraiment, comme je disais, de se réapproprier l'outil de production alimentaire, énergétique, le maximum d'outils de production pour faire cette transition, cette résilience en fait. Alors on ne peut pas le faire tout seul. Hein. On peut pas le faire tout seul. Moi, par exemple, j'ai les mains blanches d'intellectuel. Je ne vais pas me mettre à cultiver des patates dans la terre. C'est pas ça mon truc. Moi, ce qui m'intéresserait personnellement, c'est d'aller vers des systèmes de fermes partagées, où on apporte un capital pour pouvoir très rapidement développer un système de production local avec des agriculteurs qui font du bio ou de l'agriculture raisonnée, et à qui on donne des coups de main pour les aider à faire la récolte, à distribuer des trucs. Donc, où il y a une vraie logique de réappropriation de proximité avec des collectifs de citoyens, pas un truc tout seul dans son jardin tout seul, ça marchera jamais ça. Il y avait quelqu'un qui... Est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de sacré? Ouais. Je ne vois pas très bien concrètement ce que ça pourrait être une grosse sacralisation, parce que là on parle plutôt d'initiatives qui sont vraiment, qui sont pas sacrées, comme on parle de fermes partagées, etc. C'est plutôt du côté du rationnel, et j'ai l'impression que sacré ça serait plutôt du spirituel. Ouais. Et à part ce que vous avez dit sur les rituels de deuil, comment ça pourrait... justement, j'ai rencontré un gars qui fait une ferme, qui a décidé de faire une ferme, comment on appelle ça, en milieu urbain. Il veut montrer que le modèle est possible. Bon. Et lui, il est totalement athée, d'accord ? Mais il est tombé en extase devant le pouvoir de la nature quand on la contemple suffisamment et qu'on en comprend ses lois. Et il a créé un mandala dans son jardin pour rendre grâce à la nature de ce qu'elle lui donne. Et donc lui, il a compris qu'il était nécessaire de se reconnecter en fait à la façon dont fonctionne la nature, et que ça passe par une observation et un respect de la nature. Voilà. Et elle donne, mais plus que ce qu'il imaginait que c'était possible dans sa vie. Voilà, c'est ça la sacralité avec la nature. Et c'est sortir de toutes les illusions des idéologies, toutes ces choses-là, parce que ça va être urgent d'être connecté à la nature, d'arrêter d'être hors sol. Je ne sais pas si cet exemple vous parle, mais en tout cas, dans le bouquin, j'ai essayé de bien le décrire et je le trouve très intéressant. Et c'est une sacralité qui est en dehors de toute... qui peut se combiner avec toutes les idéologies que vous voulez, en fait. C'est pas grave. Ce qui va être important, c'est de continuer à bien respirer, bien manger, bien boire. Voilà. Si on a ça, déjà, on s'en sortira. Et c'est pas en étant communiste, catholique ou machin truc, ça va nous aider. Ça par contre, avoir ce lien-là avec la Terre, il va être très, très, très important dans 10 ou 20 ans.
c'est juste pour répondre à ça, moi aussi j'ai fait la découverte que vous évoquiez, on peut savoir que quelque chose est faux et y croire quand même. Et ça, pour moi, ça a été une révélation, quoi. Exactement. Parce que je suis quelqu'un d'athée et d'assez rationnel, et puis j'ai réalisé que j'avais malgré tout besoin de croyances dans ma vie. Bien sûr. Et donc de me créer des croyances, tout en sachant qu'elles ne sont pas vraies, mais d'avoir des repères comme ça. En fait, c'est la nature de l'être humain de ne pas pouvoir tout savoir. Hein. On a l'idée d'infini en nous alors qu'on est un être fini. Ça, c'est un grand paradoxe de l'être humain. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'une vie pour tout expérimenter. Donc la science nous aide à connaître des choses, mais la science ne peut pas tout savoir. Et donc, pour combler les trous dans la raquette, on est obligé d'avoir des croyances. Et ça nous aide c'est du prêt à penser qui nous aide à vivre. Mais il y a des croyances qui deviennent de plus, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec notamment les croyances du siècle des Lumières, qui étaient adaptées à un moment, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Il faut donc changer notre logiciel de croyance. Le progrès permanent continu et cette espèce de leitmotiv presque quasi religieux de la croissance infinie dans un monde fini, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Donc il faut une sacralité supplémentaire qui dépasse cette croyance-là, qui ne fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin du progrès, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus de progrès, mais ça ne marche plus pour nourrir 7 milliards d'individus, qui voudraient adopter le mode de consumérisme occidental. La Terre peut porter 14 milliards d'individus, hein, on le sait, mais il faut pour ça revenir à un mode de vie du Bhoutan, c'est-à-dire végétarien, plus de terre consacrée à l'élevage, etc. On peut vivre jusqu'à 14 milliards, mais est-ce qu'on a tous envie d'être végétariens ? Demandez ça aux Américains. Vous allez voir. Mais même chez nous, hein, je veux dire, la Rosette de Lyon, c'est trop bon, hein, moi j'adore, hein. J'avoue. Hein. Nous avons encore le temps pour une dernière question. On va se lancer. Merci. Moi, j'ai un exemple concret de personne très très proche de moi qui j'arrive pas à rassurer ou à raisonner sur son, je sais pas quel mot mettre, l'éco-anxiété, on en rigole en se disant qu'il a l'éco-anxiété, on sait pas ce que c'est, mais sur le fait qu'il est obsédé par la météo, du coup, lié au réchauffement climatique et à la sécheresse et à la pluie qui ne tombe pas. Ouais. Et pourtant, c'est mon conjoint. Mais donc on vit ensemble et puis c'est très bien que moi je suis complètement sensible à ça. C'est moi qui lui ai mis les mains dans l'effondrement de la technologie et tout, un peu avant lui. Et vraiment, du coup, c'est plus au thérapeute que je pensais. Comment axer le welcome pour que ça devienne justement plus un truc comme vous l'avez dit, un truc qui obsessionnel, qui est complètement compulsif et trop abstrait parce que c'est pas lui qui fait la météo. Ouais, mais alors là pour le coup j'ai des patients à qui ça arrive, hein, pas forcément sur ce truc-là, mais précis, ouais. Il faut immédiatement penser à l'expérience des êtres humains, de l'humanité sur ces sujets de rareté de la ressource, par exemple en eau. Il y a plein d'exemples. Vous allez juste en Espagne, vous allez voir comment ils font pour gérer l'eau. Donc dites-lui de s'intéresser à comment les Espagnols sauvegardent la moindre goutte d'eau. Parce qu'il pleut beaucoup moins souvent en Espagne que chez nous, quand bien même ça va commencer à arriver ici. Et il faut s'inspirer justement de cette énorme sagesse des êtres humains qui ont su, avant qu'on soit prisonnier des croyances du siècle des Lumières, vivre en harmonie avec la nature. Il y a encore des sociétés qui le font, hein, je veux dire les Bhoutanais justement, dont on parlait, ils sont de plus en plus pervertis par le capitalisme, enfin c'est encore des pays à peu près isolés, enfin par le consumérisme, pardon. Mais il y a des tas de gens qui, enfin, jusqu'encore aujourd'hui, qui savent vivre en harmonie avec la nature. C'est juste nous, les Occidentaux, qui avons pété un câble par rapport à ça. Et il y a des gens, même en Occident, qui savent encore vivre en intelligence avec qui sont dans la nature, qui ne sont pas hors de la nature. Voilà. Donc voilà, moi, si je devais l'accompagner, c'est ce que je lui dirais. Je lui dirais de se renseigner pour commencer à rentrer dans l'action par rapport à ça. Eh bien, merci Pierre-Éric. Merci Jonathan.